Bah écoute, Sadek, enchanté d'être là avec toi. Enchanté. Alors moi, comme je te disais, c'est la première interview que je fais, parce que j'ai jamais fait d'interview de ma vie. Alors je suis habitué, j'ai parlé devant des caméras, etc. En vrai, je suis super honoré de faire une interview de toi, tu vois. On va poser les questions quand même, on va poser les termes. Bah, on avait déjà discuté ensemble lors d'un space, et puis on se taquine assez souvent sur Twitter. Puis moi, je le dis très honnêtement, bah, ça m'a fait plaisir de te voir pendant les événements, les side events de Token 49, où on a pu échanger. Tu m'as conseillé sur pas mal de trucs. Et donc, ça me fait plaisir de pouvoir répondre à vraiment toutes les questions, comme on s'est dit en off un peu avant. Ok, bah moi aussi, ça me fait super plaisir. Alors tu m'avais proposé que je fasse une interview avec toi. Et du coup, bah, comme moi, t'étais un personnage que j'écoutais, tu vois, pour qui j'ai beaucoup de respect par rapport à ce que t'as fait dans le rap et tout. Bah, j'avais... Ça sent l'allumage quand ça commence comme ça. Non, c'est vrai. Tu sais que, comme on dit, tout ce qui vient avant mai ne compte pas. C'est vrai, tu sais que je le dis tout le temps, ça. Je te jure, je le dis tout le temps. Et donc, ouais, bah, bon, j'ai suivi un peu les trucs des Memecoin, donc on en parlera. Donc, Bien sûr. moi, du coup, le délire, c'est qu'on va faire une interview. C'est moi qui t'interview. Ouais. Là, c'est moi le chef, c'est moi qui lead, c'est moi qui pose les questions et tout. Et toi qui parles, du coup. Et après, on fera l'inverse. Comme ça, voilà. Après, toi, tu pourras te reposer une fois que tu auras fini ton interview. Si tu as déjà préparé les questions. Non, donc j'allais dire, ouais, 3 parties. On va démarrer un peu ta vie, le rap. Ouais. Ce sera pas des questions de professionnels du rap, tu vois. Genre, j'ai pas écouté tous les albums et tout. Mais ça m'intéresse, tu vois. C'est comme si je te rencontrais, voilà. Déjà, j'allais dire, t'as commencé le rap hyper jeune, non? Enfin, t'avais quel âge? J'ai commencé quand j'avais 11-12 ans. Ah ouais, carrément. À travers le film 8 Mile. C'est le film qui m'a déclenché le truc du rap. En fait, sur le chemin retour de la séance cinéma, on commençait à se clasher ensemble en faisant des rimes dans le bus et tout. Et après, on a organisé un clash au collège où tout le collège est venu. C'était contre 2 copains à moi. Je l'ai gagné. Et après, j'ai commencé à traîner à La Défense, à Châtelet, etc. où je faisais des clashs dehors. Et je me suis fait repérer au Quai 54 par le fondateur du Quai 54 qui s'appelle Amadou Sidibé et qui est devenu mon producteur pendant 14 ans derrière. Ok, non, t'as commencé vraiment... franchement, c'est vraiment impressionnant, quoi. Et du coup, tous ces gars-là avec qui t'as commencé le rap, etc., t'es toujours pote avec? Tu les vois toujours? Il y en a oui, il y en a non, parce que soit on s'est embrouillé, parce que je suis quelqu'un de clivant aussi, tu vois, ou soit la vie nous a séparés, mais il y en a avec qui, ouais, je suis toujours ami, et on va pas se voir tous les jours, mais on discute toujours, on a de bons rapports, bien sûr. Ok. Et du coup, question débile, mais... Moi, perso, un de mes morceaux préférés de toi, alors je sais pas ce que tu vas en penser, du coup, c'est la bise. Ok. Avec Brulux. Ouais. Toi, ça fait partie des morceaux que t'aimes bien? Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, ce qui est paradoxal avec moi dans ma musique, c'est que j'ai autant des morceaux comme Petit Prince ou La Chute, pour ceux qui connaissent un peu ma discographie, ou des morceaux comme La Bise ou Madre Mia. Et c'est vrai que c'est souvent des morceaux qui sont en feat, mais sans arrogance aucune, juste pour remettre les choses dans leur contexte. C'est toujours mon idée et c'est toujours moi qui invite quelqu'un. C'est pas la personne qui me dit tiens, on ferait un morceau festif ou quoi. Je suis toujours à l'origine du truc. Bah justement, en parlant de Madre Mia, j'avais cru voir qu'il y avait eu une pseudo-embrouille avec Nino. Non, c'est pas une pseudo-embrouille, c'est une embrouille totalement assumée. Ouais. Et voilà, Nino, ça a été quelqu'un qui a été dans mon cœur pendant très très longtemps. C'est moi qui l'ai découvert, qui lui ai donné son premier feat quand il avait 13 ans. Sérieux? Écoute, Nino aujourd'hui... dans un Planète Rap? Non, c'était dans sa cité. Ok. Le premier morceau qu'il fait de sa vie avec un artiste, entre guillemets, confirmé, c'était Clan des Loups, ou même je crois que c'est le premier morceau qu'il fait de sa vie en studio. Parce qu'à l'époque, mon DJ, qui s'appelait DJ Quick, était le producteur de Nino avec son frère Nice. C'était Nice et Quick et Mal Luné Musique qui produisait Nino de ses 13 ans jusqu'à maintenant, où il a sa propre formation musicale. Et Nino, pour être très simple, c'est quelqu'un avec qui j'ai toujours été droit ou à côté et avec un regard bienveillant. J'ai pas envie de m'étaler plus que ça sur ça. Mais il y a un moment où voilà, moi j'ai eu une embrouille très avérée avec un artiste que je produisais, qui s'appelle Renoir, donc Jérémy Bana Oana. Ça, je suis curieux d'en parler aussi après. Et son manager, producteur, entre guillemets, qui s'appelle Baberi Sako, qui suis moi qui l'ai mis à la tête de ça, a signé un contrat d'enregistrement exclusif dans mon dos avec Renoir, pensant malin. Alors que toi, tu avais déjà un contrat en fait. J'ai tout, moi. J'ai contrat d'enregistrement exclusif. Donc vous êtes en guerre juridique. Ouais, guerre juridique. Et t'as le droit d'en parler. Enfin, on peut en parler, c'est pas... On va pas en parler plus que ça, parce que sinon ils vont l'utiliser en argument pour justement dire que je dévoile des trucs. Mais en fait, Nino, ce que j'ai pas apprécié, c'est-à-dire qu'il préfère un mensonge qui arrange tout le monde qu'une vérité qui dérange, dans le sens où en fait, Renoir, aujourd'hui, de ce qu'on en a fait, c'est devenu quelqu'un qui est très important dans l'écosystème rap. Son dernier album, il a cartonné. Moi, j'ai écouté, les deux, bons, etc. Les 3 derniers projets, c'est un très gros artiste. C'est un artiste extraordinaire auquel j'enlèverai rien. Mais à un moment, moi aussi, qui ne suis plus à ma place par les faits que j'ai pu avoir ou quoi, en rap,
Nino, en vrai, ce manager-producteur qui s'appelle Baberi Sako, à un moment, il sort un vocal qui est truqué de moi où j'insulte Nino. Mais genre quoi, ils ont pris ta voix, ils ont mis de l'IA C'est encore pire que ça. C'est-à-dire que c'est un vocal où il y a une coupure au milieu qui est flagrante. On peut même la mettre dans l'interview. Il faut les forcer, il faut les obliger, comme des esclaves. Ils ne méritent même pas d'entendre ce vocal. Leto, le gros fils de pute, Nino, pareil, il faut les traiter comme des esclaves. C'est ce qu'ils sont. Tu vois, c'est-à-dire que tu vois quand tu as un vocal WhatsApp, quand tu as une seule bande comme ça, tu peux pas avoir au milieu de la bande un gros et tu l'entends, tu vois, t'entends. Et en fait, ils ont coupé une partie, tu vois, qui décontextualise ce que je dis. Et en gros, ça va me faire passer pour un raciste où je traite Nino et Leto d'esclaves. Et en plus, dans une période où j'étais complètement au ras du sol, un peu borderline et tout. Et moi, j'ai appelé Nino en premier en lui disant « Écoute, on est en train de me faire du chantage. On sait qu'on a des morceaux qui vont sortir ensemble. Je te préviens de ce qui va arriver. » Lui a esquivé mes appels. Nino, c'est la reine des autruches. je te le dis, hein, tu vois, autant c'est un artiste extraordinaire, autant j'ai plus aucune considération pour lui. Et donc, je lui suis rentré dedans plein front. Et je l'ai incité à effacer tous ses morceaux. Et moi, de toute façon, la musique, ça ne m'intéresse absolument plus. Je considère que... Moi, ça me surprend parce que justement, moi je trouve que vos morceaux, vos feats ensemble, ils étaient excellents. Ah bah après, bien sûr, il y a des trucs plus commerciaux, tu vois. Moi je vais pas dire, j'aime bien les trucs commerciaux. J'ai Madremy H kiffé, Madremy H kiffé, La Bise. Alors tu sais, moi je vais te dire dans le rap, pardon, je te coupe un petit peu. Dans le rap, moi je suis un fan des instrumentales. C'est-à-dire qu'en fait, j'avoue, il y a des mecs qui aiment bien, genre tu poses le poste sur le trottoir, tu commences à rapper. C'est stylé aussi, un peu comme fait Rémi par exemple. Ouais, très fort. Tu vois, moi j'adore Rémi, trop fort. Rémi, j'ai envie de pleurer quand j'écoute ses morceaux. Je sais pas comment dire, tu vois. Tu Dark Rémi, non mais tu vois, je sais pas, il fait un live sur Planète Rap qui est trop touchant à un moment. Et bref. Ouais, j'étais là. Ah, tu étais à celui-là, Eminem, c'est là où je le découvre. Enfin bon, non, je peux pas faire l'instru parce que tout le monde va se foutre de ma gueule. Un espèce d'accordéon inversé là. Bon, je vais pas essayer de le faire. Où il parle de son père, de sa mère et tout. Mais pour revenir, j'allais dire, moi j'adore les instrumentales en général. Et par exemple, La Bise, je trouve l'instrumental l'espèce de... après, je suis pas un pro des catégories techno, électro. Il n'y a pas besoin d'être un pro, c'est de la musique électro, le beat, il est génial derrière La Bise. Quoi, moi, je suis beaucoup plus électro que rap maintenant. Ok. Ouais. Et même, je me ressens plus dans l'esprit des DJ électro et tout. Je trouve qu'on arrive plus à se parler comme des hommes. Je trouve que le rap, ça me parle plus au niveau de l'esprit et tout. Alors, il y a des rappeurs avec qui je suis encore très copain. Tu sens moins dans l'esprit street, si j'ose dire, ou je sais pas comment. En fait, moi, je suis rentré dans le rap de son côté subversif, contestataire. Et aujourd'hui, je pense que comme c'est devenu un vrai ascenseur social, on est beaucoup plus dans un truc de fame et où on peut contrôler la parole des artistes. Et c'est pour ça que moi, je suis toujours mis de côté parce que personne n'a jamais contrôlé ma parole. Un truc plus industriel, quoi. Plus on va te produire comme ça. Ouais, mais c'est compréhensible. C'est-à-dire que tu sais, j'avais un ami à moi, quand on avait notre premier groupe de rap qui avait sorti une super punchline, il a dit quand t'es pauvre, t'as pas le temps de te plaindre. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. On te propose, tiens, signe, t'auras 3%, tu signes quoi. Ouais, j'ai signé quoi, oui, Sony, bien sûr, machin. Bien sûr. C'est le fait que ce soit un ascenseur social, que ce soit un vecteur de réussite, forcément, du coup, tu fais rentrer des gens dedans que tu peux beaucoup plus contrôler. Alors, je crois pas au pacte avec le diable, les trucs qu'on aimerait dire ou quoi, mais je pense qu'on peut contrôler la parole des artistes en leur disant, écoute, si tu vas vers là, boum, on va plus travailler avec toi. Et même les artistes le font entre eux, dans le sens où demain, des artistes qui sont tenants de l'industrie vont te dire, bah, si tu fais un feat avec tel mec, bah, nous, on fera pas le feat sur ton album, et donc tu perdras en auditeur, etc. Et c'est un petit peu un système mafieux de salopes qui se met en place et qui ne me correspond absolument plus. Toi, quand tu as démarré le rap, tu as eu un succès phénoménal direct. C'est-à-dire, enfin, non, pas direct. Ah, peut-être que c'est que je connais pas. Moi, en fait, je t'ai découvert quand tu as fait un Planète Rap où tu arrives avec tous les mecs de ton quartier des Alouettes. Le freestyle dans le métro. Le ouais, les Alouettes, les Cahuètes, je sais plus. Les T'es arrivé, t'as fait un freestyle dans le métro, machin. C'était un délire. Mais c'est un délire. Moi, j'ai trouvé ça génial. C'est pour ça que j'ai kiffé dire. Et pour moi, alors peut-être qu'en fait, ça faisait des années que tu rappais, discret, tout ça. Mais je veux dire, à partir du moment où tu as été produit, tu as sorti un album, tu as eu un carton direct à cette époque, non ? Ça a été ce qu'ils appellent un succès d'estime, c'est-à-dire que j'arrivais pas à le convertir en vente, peut-être parce que j'avais pas les morceaux et surtout parce que je pense qu'à l'époque, tu vois, comme ces artistes dont je te parle, j'avais une grosse signature en maison de disques et tout de suite, sans que, pour être très honnête, c'est pas la maison de disques qui m'a mis la pression, c'est moi qui me suis mis la pression en faisant les mauvais morceaux, en me disant tiens, il faut vite que je marche, que je réussisse à sortir ma daronne du quartier, de trucs, etc. Et la musique, malgré tout, pour moi, ça reste l'une des industries les plus difficiles en transformation, c'est-à-dire que
on vend des émotions. Donc pour vendre des émotions, il faut connecter avec un public. Et pour connecter avec un public, il faut rester sincère dans ta démarche artistique. Et quand tu es plus sincère et que tu vas chercher des résultats, forcément, le public le sent et ça ne marche pas, tu vois. En fait, ce que tu dis, c'est que tu as cartonné parce qu'à ce moment-là, tu n'avais même pas une démarche d'argent. À ce moment-là, j'avais une démarche d'argent. C'est pour ça que je me suis raté. Et quand je suis revenu des années plus tard, où justement, j'étais vraiment full passionné et j'avais mes sources d'argent d'ailleurs, ça a beaucoup mieux marché pour moi. Parce que moi, la question que je me pose, j'ai regardé, du coup, en 2023, tu as sorti genre 3 albums. Ouais. Ou je dis de la merde. Non, c'est ça. Donc, tu étais à fond en mode full rap en 2023. Ouais. 3 albums que j'ai produits entièrement. Ok, tu as tout fait toi-même. Et sans critiquer, je ne les ai pas vraiment écoutés. J'ai écouté que TP, que j'ai trouvé excellente d'ailleurs. Tu vois, donc, vraiment, le Yankee de base, j'ai vu TP sur YouTube. Non, je rigole, mais tu vois. Je pense qu'il y a un moment où aussi, quand tu as beaucoup écouté un artiste ou quoi, ça t'intéresse plus. Tu vas t'intéresser à des nouvelles choses. Non, mais après, c'est surtout qu'il y a énormément d'artistes. Enfin, tu vois, c'est comme toi tu es busy dans ta vie. Je sais pas, il y a 3 mecs qui sortent un album. Tu vas écouter 3 chansons parce que t'es. Enfin, tu vois, on est tous un peu. Après, moi, je suis un peu particulier, que ce soit en film ou en artiste. Il y a mes artistes aficionados, ou par exemple, moi, j'ai Desporuti, je sais pas si tu connais, qui est un artiste que j'écoute énormément, qui est très subversif. C'est quoi, c'est un rappeur? Ouais, c'est un rappeur, ouais. Je connais même pas. Comment il s'appelle, tu dis? Desporuti. Desporuti, j'irai check après. Je pense que tu peux bien aimer. Il a des paroles bien sombres et des grosses réflexions. Et lui, par exemple, s'il va sortir un projet, typiquement, je vais aller voir. Ok, tu vas tout. Ouais. Ou d'autres réalisateurs de films, ou pour juste que les gens arrivent à identifier. Je dis pas que forcément c'est ce réalisateur, mais si demain il y a un Tarantino, je vais aller voir le Tarantino parce que c'est Tarantino. Ouais. Ah, ok. Donc, t'as quoi, qui comme artiste rap comme ça que vraiment tu écoutes, genre il sort un projet, t'écoutes tout le truc. Ouais, Renoir. Renoir, au-delà de l'aventure humaine qu'on a, artistiquement, si je l'ai signé, s'il y a un moment où j'ai accepté de le produire, c'est parce que je suis entièrement convaincu que c'est un très très bon artiste. Ok. Donc ouais, évidemment que j'ai... De toute façon, ces 2 projets... Enfin, moi, les 2 projets que j'ai vus, ils sont excellents. Quoi. Le premier, et contrairement aux fans de Polanski, moi, j'arrive à dissocier l'homme de l'artiste. Parce qu'en fait, ce que tu lui reproches, c'est des trucs personnels entre vous. Enfin, on n'est pas obligé d'en parler. Ouais, bien sûr. Non, c'est des trucs personnels totalement humains. Il y a bien un jour où j'en parlerai si on doit en parler. Mais là, pour l'instant, c'est vrai que dans le timing dans lequel on est, c'est pas la bonne chose à faire parce qu'on est dans une bataille juridique avec des très gros montants à la clé et je leur donnerai pas. J'ai capté, on n'en parle pas. Et Nino, pareil, c'est l'embrouille humaine, c'est-à-dire Nino, c'est l'embrouille humaine et là, il y a rien de. Vous étiez très potes et c'est un super artiste. C'était mon très grand ami. C'est qu'aujourd'hui, vraiment, lui. Et c'est à cause des vocaux. C'est les vocaux où on aurait fait des montages. Non, c'est pas les vocaux. C'est-à-dire que, en vrai, Nino, il me connaît. C'est-à-dire que Nino, il a assisté à des scènes de moi où, quitte à mettre les pieds dans le plat, plus sincère que moi, tu peux pas faire. Tu vois, il m'a vu dans les grosses ténèbres. Et moi, je suis quelqu'un qui assume. Je me cache pas. Ça veut dire que j'ai fait de la merde beaucoup de fois dans ma vie, mais quand je le fais, je le dis. C'est-à-dire que si là, je te dis, t'as vu, on est en train d'essayer de me nuire et je ne t'ai pas insulté, et trucs, etc., c'est qu'il y a un moment, je t'ai pas insulté. Et si vraiment tu veux jouer ce jeu de tu m'as insulté, bah tiens, je t'insulte. Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ? Voilà, je te dis, je t'ai pas insulté, je m'excuse du fait que ça puisse te porter un préjudice, je m'excuse en public, je vais m'afficher à faire des interviews, à faire le gentil et trucs. Si toi, tu veux pas comprendre qu'en vrai, je suis en train de te dire la vérité, bah tiens, nique ta mère, qu'est-ce que tu vas faire alors ? Ouais, j'ai l'impression que t'es un mec qui peut monter vite, si je puis me permettre. Mais je redescends aussi très vite, mais en fait, je suis un miroir amélioré. Mais tu sais, si tu veux jouer sur un prétexte alors que je t'ai bien expliqué, et franchement, je suis un gars qui assume, Mimi, je te jure qu'on ne se connaît pas assez, mais je pense que tu me verras dans des contextes où j'ai merdé. Pour tel truc. Bassem, j'ai regardé Interview Légende, tu t'es excusé très clairement. Mais je le pense très clairement. Et puis même Bassem, c'est encore pire que ça. C'est que autant jusqu'aujourd'hui, je déteste cet être humain, autant si c'était à refaire, 100 fois, je le referais pas. Parce que je me déteste encore plus d'un moment avoir ouvert la porte sur Internet à ce que des petits se filment et aillent régler leurs problèmes comme ça. J'aurais pas l'arrogance de dire que j'en suis l'unique responsable que ça se passe comme ça maintenant. Je pense que c'est un cheminement logique des réseaux sociaux, mais par contre, je renierai pas qu'à un moment, j'y ai participé et que j'ai une responsabilité et que c'est de ma faute. Ouais, bien sûr. Voilà. J'avoue, moi, j'avais suivi un peu le truc. C'est vrai que t'as pas donné la meilleure image de toi dans cette affaire-là, c'est clair. Franchement, si je pouvais juste revenir en arrière et ne rien faire, et prendre sur moi et être plus fort que moi et me dire, bon, tu sais quoi, allez, on va passer pour une trompette, mais moi, je connais la finalité. 100 fois, j'irai pas, mais pourtant, aujourd'hui, c'est quelqu'un que je déteste. Pour toutes ces prises de position. Parce qu'elles ont quoi, ces prises de position, pardon ? Elles ne correspondent pas du tout aux valeurs ou à l'idéalisation de la société que moi je ferais. Je suis quelqu'un d'assez utopique, malgré tout ce que je peux retranscrire d'assez positif, d'optimiste, et il ne correspond pas du tout à... Moi, donne-moi un exemple d'une position de lui que t'aimes pas, sans l'insulter. Tu sais, les positions récentes, par exemple, là, on est en fin avril. J'ai vu que récemment, il avait parlé encore une fois sur une femme
femmes qui étaient voilées sur les réseaux, etc. Et je trouve que des fois, tu vois, ah oui, lui, il est ouais. Tu sais, des fois, je trouve qu'il y a déjà de l'huile sur le feu. Ouais, et lui, il vient avec du kérosène et il t'encule la cuisine et il regarde la cuisine brûler au milieu. Je vais peut-être dire un mec de trucs qui connaît rien, mais je crois que ma copine, elle connaît un peu. Elle me dit, ah, c'est un Kabyle, c'est normal, etc. Bah non, c'est un Tunisien en plus, comme moi. Un Tunisien. Comme quoi, c'est pas... Tunisien, il n'y a pas, pareil, la même distinction entre Kabyle, Amazir et plus ceux qui se revendiquent de culture arabe. On a les gens de mon île qui sont djerbiens. De ton île, c'est quoi? Djerba. Ok. Djerbia. Ouais. D'ailleurs, il y a beaucoup de feux à Djerba parce qu'il y a une grosse synagogue là-bas. C'est pour ça que depuis que je suis très très jeune, j'ai beaucoup d'amis feux autour de moi. Et non, on n'a pas ce truc-là. Même Kabyle, je crois pas qu'il y ait énormément de différence. Ok. Bah, de toute façon, c'est plus la France qui a... De toute façon, c'est plus des différences culturelles. Hein. Enfin, après, je suis pas un expert, mais je dirais... Pour moi, il y a autant de différences excuse-moi de te couper, mais il y a autant de différences entre un Tunisien, un Marocain et un Algérien qu'entre un Breton, un Alsacien et ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est globalement, c'est les mêmes peuples, mais enfin, il y en a qui ont plus pris, on va dire, la culture et la colonisation arabe, et puis d'autres, pas du tout. Enfin... Il y a des spécificités. Après... Moi, par exemple, genre les Amazirs, il y en a, ils sont anti. Enfin, tu vois, ils sont. Ils ont leur langue, leur machin. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui vont être fiers de quelque chose qu'ils n'ont pas choisi. C'est-à-dire dans le sens où, voilà, toi, t'es né. Oui et non, parce que tous les trucs dont on est fier, en général, on l'a pas choisi, je sais pas. Enfin. Regarde, on va parler de deux trucs. Spiritualité et crypto. J'ai l'impression qu'on va tout merdre à la fin. Vas-y. Regarde, la spiritualité, tu l'as choisi. Tu vois. Enfin, pour mon cas à moi. Bah oui et non. Je veux dire, si t'étais né... alors, pardon, hein, je veux pas faire d'insultes ou quoi, mais si t'étais né chinois, peut-être tu serais bouddhiste, tu vois, j'en sais rien. Enfin, je pense que tu peux la subir et la choisir. Moi, dans mon cas, moi, je l'ai choisi. Il y a une part où tu es connecté à cette religion, aussi parce que c'est ta culture. Moi, non, justement. Au bout quand j'étais petit, je l'ai rejeté, justement, parce que c'était ma culture. J'ai toujours eu un esprit rebelle et en me disant, tu sais, limite, ah ouais, je suis musulman, bah non, je suis pas musulman. Okay. Tu vois, et je l'ai évité à fond et à un moment, j'ai connecté, ça m'a intéressé et je l'ai choisi. La crypto, pareil, j'y viens pas parce que tout le monde me dit que c'est génial et tout. Moi, je rentre dedans en fin bull run à me casser la gueule. Ouais, comme tout le monde, tu rentres en fin bull run. Ouais. Bah, comme un con. Et... Sur le quoi? Sur le 2020 Ouais, 2021. Enfin, 2021. J'avais déjà commencé, si tu veux, en 2019 à faire mes tout petits investissements pour voir comment ça bouge. Mais 2021, je commence vraiment à m'intéresser à trucs. Je fais des morceaux autour de ça. C'est déjà un truc qui rentre dans mon écosystème. J'achète une formation à Quentin NFT. Je minte un NFT, NF Trésor. Alors, il y avait quoi dans la formation? Enfin, en fait, c'est une formation beaucoup en money management, qui m'a beaucoup aidé. Et des trucs méthodologiques de comment minter un NFT, comment utiliser des applications de DeFi. C'était spécialisé NFT, quoi. Ouais. NFT est déjà dans un axe un petit peu Memecoin. Déjà à l'époque, ça parlait un petit peu Memecoin, crypto. Et surtout, ce qui était intéressant, c'était vraiment le côté money management que moi, j'avais pas du tout parce que j'étais un gros gambler de casino. Ouais. Et à un moment, écouter ce mec-là et voir son parcours et tout, en me disant, bah tiens, si lui, il arrive à faire ça, peut-être que l'écouter, c'est pas con non plus, tu vois. Et j'étais déjà tombé dessus par un ami et ça m'avait vachement intéressé. En plus, à l'époque, c'était pas ultra cher dans mes moyens à moi, ça coûtait 350 ou 400 euros. Ok. Et, donc, c'était très bien. Donc ça va. Enfin, tu dis ça comme si t'étais pauvre, pardon. Mais j'ai des hauts et des bas. Hein, bien sûr, comme tout le monde. Question, moi, j'allais dire, pour revenir sur tes 3 albums, justement, moi qui suis... Alors, moi, t'es un des artistes que j'ai écouté, que j'aime beaucoup et tout. Mais tu vois, il y a plein d'artistes comme ça que j'écoute et que je suis. Et du coup, j'allais dire, comment ça se fait que tes 3 albums, ils ont moins bien marché que ceux que tu faisais il y a 10 ans, non? Ou alors, ceux de l'époque de Petit Prince, sans me trouver d'excuses, j'ai pas cette impression-là, moi, personnellement. Mais disons qu'ils sont moins bien. Je sais pas du tout. Hein. Ah non, j'ai pas dit qu'ils étaient moins bien. Mais je sais pas, parce que je les ai pas écoutés. Je dis qu'ils ont moins bien marché commercialement. Ils ont certainement moins bien marché. Après, j'ai pas l'impression qu'en termes de production, on a raté quelque chose. J'arriverai pas à me l'expliquer moi-même. Donc, pour être honnête, je me dirais juste qu'ils sont moins bien. Faudrait que j'écoute. Moi, j'ai écouté TP, c'était très bien, mais j'avoue, j'ai pas écouté le reste. Après, ce qui est marrant, c'est qu'il y a toujours un effet un peu après coup. Ouais. C'est-à-dire que déjà, il y a ce truc-là aussi où est-ce que tu es sous le feu des projecteurs ou est-ce que tu n'y es pas. Ouais. Et les vues, je pense, et les streams jouent un aspect psychologique énorme sur le consommateur. Je le sais parce que en fait, moi, je suis beaucoup mieux conseillé que
entrepreneur pour moi. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois. Tu donnes des bons conseils, mais je vois très bien. Je suis pareil avec le trading, donc je vois parfaitement. Et en vrai, le vrai truc, c'est-à-dire que quand je vais travailler sur Werenoi, je vais mettre une stratégie cohérente au niveau des vues, au niveau des paliers à atteindre. Là, on va là, on va ci, on va là. Et moi, je vais pas l'appliquer sur moi. Ça a toujours été la grosse erreur de ma vie. Toi, tu fais du rap qui te fait kiffer. Enfin, pas du rap, parce que d'ailleurs, je me rappelle d'une interview où le mec qui te dit ton dernier album de rap et tout, le mec tu le coupes, tu dis non, c'est de la bachata, c'est pas du rap. C'est de la funk brésilienne. C'est pas de la bachata, c'est de la funk brésilienne. Pardon, excuse-moi, je me rappelle. C'est de la polka allemande. Non, je pense que je suis un peu le cordonnier mal chaussé, mais pour être honnête je pense que peut-être les gens ont moins connecté ou ça leur a pas plu. Mais pour être honnête, j'aurais dû écouter avant l'interview, tu vois, pour me faire une idée, mais je l'ai pas fait. Donc moi, je reste sur les trucs de toi que j'écoutais à l'époque, que j'ai kiffé. En tout cas, moi, c'est vraiment les albums que j'ai le plus apprécié à faire. Surtout mon dernier qui a été le moins bien reçu, qui est Nick le Casino 2. Qui est, pour moi, j'ai vraiment la conviction que le jour où je serai mort les gens vont le réécouter. Bon, là, tu m'as vraiment donné envie de l'écouter. Donc, je vous invite à l'écouter. Moi, pour moi, c'est mon chef-d'œuvre. Et les gens, je me dis quand même. Parce que justement, je voulais te dire, c'est quoi tes morceaux préférés. Donc, ton chef-d'œuvre, c'est le dernier. Moi, mon chef-d'œuvre, c'est Nick le Casino 2. Et même, je vais l'écouter. Et même les gens n'ont pas compris en fait que j'annonçais déjà que j'arrêtais le rap. Parce que la pochette, elle est super explicite. C'est-à-dire, c'est moi qui marche vers la droite, eux qui aiment bien avoir des sens quand c'est à gauche, à truc. Bah là, c'est complètement symbolique. C'est-à-dire qu'il y a un disque d'or à gauche et je marche vers la droite, vers un disque d'or qui brûle et je sors de l'écran. Tu vois. Donc, c'était salut les gars, je me casse. Donc c'est l'album de tes adieux, entre guillemets. Après, ceci dit, que ce soit dans le rap ou ailleurs, on voit tout le temps des gens qui annoncent qu'ils arrêtent puis qui reviennent. Non, moi j'ai fait un truc radical, c'est-à-dire que j'ai chié sur tout ce que j'avais à chier pour être sûr de plus jamais pouvoir revenir. Tu t'es embrouillé avec tout le monde, t'as dit allez, vas-y. Pas avec tout le monde, parce qu'il y a des gens que j'aime vraiment beaucoup. Mais en tout cas, j'ai mis, si tu veux, des impondérables qui font que je peux plus revenir. Tu vois, quand tu chies à la gueule de Nino, de Werenoi, c'est-à-dire qui aujourd'hui sont le truc de l'industrie, plus personne te répondra. C'est un peu comme un mec qui est vu comme un scammer dans les cryptos, c'est fini quoi. Il a plus de... Ouais, mais le scammer, du coup, il sait ce qu'il fait. Moi, si tu veux, c'est quoi ? C'est je suis un pot de départ et je pisse dans le broc de jus de pomme, tu vois. vous faire en lec. Tu sais, je crois que j'ai gagné au loto et en fait, je me rends compte que j'ai raté un numéro, putain, où j'ai perdu mon ticket. Du coup, je peux revenir bosser lundi ? Bah non. On va s'assurer que tu bosses plus nulle part. Mais donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, donc Booba, j'ai vu qu'il a combattu... Bah, moi, déjà, Booba, je soutiens à fond, très clairement, son combat contre les influenceurs voleurs, on va dire. Tu sais que c'est le mien de base ? Truc à vie. Quoi ? Tu sais que c'est le mien de base ? Bah, justement, j'en venais. J'allais dire, toi, tu m'as dit, et j'ai vu des vidéos... où tu as critiqué les influenceurs en 2021, en 2020, etc. et tout. En fait, pour recontextualiser les choses, donc je vais t'expliquer. Moi, à Dubaï, je suis déjà en train de m'installer et tout. Et pendant l'été 2021, il y a vraiment une grosse montée du scam des influx et tout. Et avec du recul, je m'en veux sur un truc où, en fait, plus que taper sur les influx, il aurait fallu aider les gens à aller dire « do your own research », commencer à chercher, tu vois, éduquer à éduquer. Alors, pour l'instant, je n'ai pas prévu, parce que je n'ai pas du tout la capacité, ni le temps, ou les connaissances de faire des formations. Mais souvent, je fais la blague en fait, il faut former les gens à se former. C'est ça le plus important. Ça leur évitera de se manger le piège des influx, parce qu'il y en aura toujours. Ouais, ça c'est sûr. Et donc, tu sais, il y a un moment où pour moi, le truc est trop gros. Des influenceurs, etc., qui n'ont aucune compétence, aucune légitimité en trading. Et je vois comment ça se fait de l'intérieur. C'est-à-dire que des traders malveillants leur disent, voilà, on va utiliser votre train de vie en leur disant que vous vous êtes installé à Dubaï grâce au trading, que vous n'y comprenez rien parce que vous êtes stupide. Cependant, vous pouvez faire la même chose à travers le copy trading. Et même, ils ont sali ce qu'on appelle le copy trading, parce que pour moi, le copy trading, moi, je le fais, mais en tant qu'utilisateur, c'est une manière de gagner de l'argent et je comprends le modèle économique derrière. Désolé si je passe un peu du coq à l'âne. Non, mais vas-y. Pour moi, le copy trading en tant qu'utilisateur, c'est-à-dire qu'un trader va se générer des revenus passifs sur une plateforme comme BitGet avec qui je... tu peux. Hein. D'ailleurs, je voulais en parler. Avec qui je travaille, tu vois. Sur BitGet, moi, j'avais découvert le copy trading, c'est-à-dire que tu as les top traders BitGet qui sont affichés. Ils font du copy trading intégré. C'est le numéro 1 dans ça, en fait. Parce que Binance le fait aussi, par exemple. Binance. Alors, je sais plus, mais Binance, oui, il me semble que tu as un système. Ils sont affiliés, ils ont une plateforme avec eux. Tu vois, Binance, qui est pour le coup, qui est liste blanche AMF maintenant. Oui, parce qu'ils jouent le jeu des régulations. Tout à fait. Bien sûr, mais en même temps, on a vu ce qui s'est passé avec CZ aux États-Unis. Tu vois, un peu malheureux, les 3 ans de prison qu'ils lui ont donné là. Mais bref, pour rester dans le contexte, le copy trading, comme je voulais l'expliquer, c'est-à-dire que moi, en tant qu'utilisateur, demain, je vais suivre
un copy trader qui va prendre 10%, c'est comme ça que ça se passe sur BitGet, des gains qu'il va générer. S'il génère des gains et s'il y a des pertes, c'est pour ma pomme. Et en fait, ça permet d'ouvrir les mêmes positions que lui va ouvrir pour une communauté. Il y a des places qui sont limitées et c'est comme ça que ça marche. Le modèle économique me paraît un peu cohérent. Dans l'absolu, ça pourrait marcher. C'est-à-dire que dans l'absolu, c'est comme un mec qui gère un fonds d'investissement. Tu pourrais dire, je suis ses positions. C'est un peu pareil que quand t'es sous-investi dans un fonds. En pratique, c'est un endroit où il y a souvent des arnaques dans le copy trading. Il y a souvent des trucs qui sont vendus. Alors, comme quoi, par exemple, ça va être quoi le gros truc? Parce que sur BitGet, ils vont pas se permettre de faire un truc d'arnaque. Non, BitGet, c'est un gros truc. Déjà, dès que tu es sur une grosse plateforme, dès que par exemple tu es sur des gros coins, c'est pas vraiment de l'arnaque. C'est-à-dire que, je sais pas si tu es sur Bitcoin ou machin, mais quand tu es sur des tokens, genre typiquement les mêmes coins, quand tu es sur des tokens à faible liquidité, les gens que tu ramènes, ils ont un vrai impact sur le marché en lui-même. Bien sûr. Vois, imagine, moi, demain, je crée, je sais pas... Alors là on a dérivé un peu, donc je vais peut-être finir un peu la partie rap. Attends, je regarde. Attends, je voulais juste finir sur les influx, parce que sinon... C'est ton interview, fini, vas-y. Et donc, voilà, je t'expliquais, moi, ma notion du copy trading, de celle que je vais pratiquer en tant que consommateur. Et eux, de ce que j'avais vu à l'époque... Ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire qu'ils s'associaient avec des traders où ils emmenaient les gens sur des surexpositions au marché. Le but, c'était que les gens perdent leur argent. Ah, carrément. De façon à ce qu'en fait, si tu veux, c'est comme si l'argent que tu mettais, tu le voyais jamais. C'est-à-dire que tant que tu l'as pas retiré... c'est-à-dire qu'ils voulaient leur faire perdre dépôt, leverage, et ils voulaient les liquider, en fait. C'était l'objectif pour prendre un max de commission. Mais en vrai, ce que je crois qui se passait, c'est-à-dire que les positions n'étaient même pas prises. Ah, t'as vu, t'as perdu. Ouais. Mais ils n'ont même pas joué. Ouais, c'est-à-dire comme j'ai entendu qu'il y a des plateformes de prop trading et de forex qui sont scammy, où c'est ce qui se passe. Ils se disent les gens sont nuls, en fait ils leur mettent des filles et tout, mais comme les gens sont nuls, ils appliquent jamais leur trade en fait. Juste le but c'est de vider leur wallet. J'ai entendu ça pour certaines plateformes. Je pense qu'il y a plein de plateformes qui sont des escroqueries d'ailleurs, soyons clairs. Mais moi je peux même te montrer là, ici, les chiffres sur combien je suis rémunéré avec BitGet, je pense que tu vas rigoler. Franchement, why not? Mais après, je suis pas sûr que tu as envie de les montrer comme ça. Non, vraiment, ça me dérange pas du tout. Je crois qu'on doit être à 10 ou 15 $ par jour. Pour deux... je suis un peu choqué. C'est-à-dire, toi, tu touches... Non, mais 10 ou 20 $ par jour, en tout, c'est ce que tu touches, non de tous tes référals. Les gars, il y a deux Indiens qui ont cliqué, c'est tout. Pardon. Non, il y a beaucoup de monde, mais en fait, c'est quoi? C'est que moi, je fais T'as un pourcentage des commissions, et les commissions sont raisonnables. J'ai 10% des commissions de frais de trading. Ok. Et pourquoi j'ai 10% des commissions de frais de trading? Parce que c'est l'accord que j'ai négocié avec BitGet. Après, il y a un autre accord aussi qui me permet, moi, de pouvoir rentrer un peu plus dans cet univers de la crypto. Ouais, t'as genre un espèce de fixe pour plus ou moins promouvoir BitGet, quoi. Pas que ça, parce qu'on a aussi un partenariat où je m'entends très bien avec l'équipe de BitGet jusqu'à maintenant. Comme je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui s'entendaient avec FTX à l'époque, donc ça fait que j'ai de la réserve quand même. Bien sûr. Mais on arrive à développer des projets ensemble. Voilà, moi j'ai une boîte de production audiovisuelle ici, ça m'intéresse de faire de l'advising sur des projets crypto qui me parlent. Et grâce à ce réseau-là, j'arrive à emboîter des choses ensemble. Mais sur ma partie, si tu veux, crypto-influenceur, parce qu'à un moment il faut dire les termes, influx crypto, moi j'ai fait des gros disclaimers. Parce que spirituellement, je ne m'autorise pas les leverage, je ne m'autorise pas les futurs, je ne m'autorise pas plein de dérivés, de produits dérivés en crypto qui vont être les plus bénéfiques. Donc ça, c'est par rapport à ta foi? À ma foi, parce que c'est par rapport au fait que tu es musulman que... Ouais, bien sûr. De ton point de vue musulman, le trading normal, c'est OK, mais pas les leverages ou les leviers. Non, le trading en spot, ça va être OK pour moi. Et encore, je vais te dire un truc, j'ai beaucoup d'interrogations sur les mêmes coins. Tu vois. Non, on va pas se mentir. À un moment, il faut être sincère. Tu vois. Et en même temps, je suis pas imam ou l'être humain parfait. Bien sûr, parce que, voilà. Bien sûr. Non, mais on est d'accord. Mais par contre, sur le trading en spot, c'est-à-dire l'échange commercial en spot, je vois pas de problème. Surtout, moi, pour la crypto sur Bitcoin, ETH, Solana, Avax, des cryptos qui ont de l'utilité, des projets que je comprends et auxquels je crois, je n'y vois aucun souci. Les actions aussi, je pense que acheter des actions sur des sociétés sur lesquelles on va investir qui sont éthiques ou qui vont coller avec notre éthique, je pense qu'il n'y a pas de problème. Et après, il y a des choses sur lesquelles on ne va pas réinventer le monde. Il y a des règles. La moindre des choses, c'est de se dire que ça, c'est interdit et de ne pas essayer de le légitimer. Donc moi, au niveau de ma communauté, et c'est très étonnant qu'ils me suivent justement sur ça, c'est que beaucoup de musulmans, beaucoup de gens qui partagent les mêmes valeurs que moi, il y a eu beaucoup trop de disclaimers pour qu'ils aillent vers les futurs, etc. Après, chacun fait ce qu'il veut, tout le monde a un grand garçon. Alors, c'est vrai que moi, j'ai regardé un peu. On va en parler plus tard des mêmes coins, parce que moi, j'ai vu un peu
une chronologie, vraiment, et c'est un peu plus tard. Attention, j'ai pas parlé des trucs pour... Bien sûr. Non, et ça m'intéresse justement, mais je voulais en parler plus tard, qu'est-ce que j'allais dire. Ouais, pour revenir sur 2 trucs, déjà, moi je voulais le dire en fait, moi personnellement. Déjà, l'histoire que ce soit pas Psan et AMF, Friendly et tout, BitGet, moi personnellement, ça, j'ai pas de problème éthique avec ça, parce que en fait, déjà, tout le monde chill des échanges, tu sais jamais lequel va s'avérer scammy ou pas à la fin. Enfin, si tu le sais et qu'il a déjà fait des trucs sales, et que tu le chill, là, c'est un autre problème. Et d'ailleurs, des fois, il y a des trucs qui sont certifiés AMF, Psan, qui font des trucs shady, que ce soit dans les ICO, dans les machins. Donc, même si je salue l'initiative de l'AMF de vouloir protéger des scams, ça en soi, c'est bien. Actuellement, et même avec Mika et tout, j'ai plus l'impression que c'est des réglementations contre la privacy que des trucs qui protègent vraiment le consommateur. Alors après, j'aimerais bien me tromper. J'aimerais bien que, tu vas sur un échange AMF, ça va, t'es garanti, Dieu te garantit qu'il va rien t'arriver, t'es protégé de ton échange. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Déjà, j'y crois pas. On est garanti de rien. Parce bien que sûr. Personne ne contrôle ne serait-ce que les catastrophes naturelles, les guerres ou le comportement humain à un moment. Et BitGet, qu'on le veuille ou non, restons juste factuels sur quelque chose, c'est quand même l'exchange qui fournit la plus grande proof of reserve par mois, qui est de plus de 400 millions. Ah bon? Ouais, ils ont un fonds de protection de 600 millions de dollars. Ils le fournissent en permanence, parce que Binance, ils le font, alors je sais pas s'ils le font en permanence, Binance, ils avaient fait une proof of reserve de malade, j'ai plus les chiffres. Peut-être c'était, franchement, je dis une connerie, j'allais dire c'était 40 milliards, 200 milliards, mais c'était du délire. Non, mais Binance, c'était du délire. Ouais. Je sais plus, c'était... Non, mais c'était des... Bon, après, c'était peut-être 50 milliards, 100 milliards, 200 milliards. C'était du délire. Mais après, c'est Binance. Rien qu'en BNB, Alors, BNB, tu vas me dire, oui, ça, c'est pas vraiment. Mais même dans les autres trucs, en stable, en Bitcoin, en Ether, ils étaient collatéralisés. Je vais revenir un petit peu... Ils disent qu'ils ont 157% des fonds disponibles. Ok. Tout de suite à disposition. Et donc, ça, ils ont une proof of reserve. Ouais, une proof of reserve. Mais tu vois, justement... Je vais pas balancer, parce que là tu vois, il y a des échanges. Franchement, s'il te plaît, Amy, vas-y, parce que... Non, mais moi, je te mens pas. Ouais, vas-y. Il y a un moment où tu as vu... Bon, je comprends aussi que c'est le jeu de faire des stats aussi sur moi. Je suis le petit nouveau qui arrive et tout. Mais en même temps, je suis pas arrivé comme ça. Mais c'était pas sur toi que je parlais, là. Là, c'était même pas sur toi. J'allais dire justement, que tu vois, il y a des échanges qui sont applaudis, entre guillemets, pour leur propreté. Que beaucoup de gens chill et qui sont un peu sales en France, tu vois. Bah si, j'en ai parlé, j'ai parlé un peu de Premium. Là, c'est pas le but de l'interview, donc je vais pas m'étaler, mais bon, voilà, pour moi, ils ont pas fait que des trucs très corrects. Et pourtant, ils sont légaux, ils sont validés et tout. C'est-à-dire que malheureusement, la légalité garantit pas que tu es dans un truc très clean. Je reviens un peu en arrière parce que je voulais finir d'en parler. Moi, ça m'arrive de dire je suis sur tel projet. Tu vois, là, je dis j'aime bien Solana. Solana, ça peut crash. La différence, c'est quand les projets ils sont petits, c'est quand t'es payé pour, c'est-à-dire tout dépend de la manière. C'est à la limite, tu vois, si moi je dis j'adore Bitcoin Cash, je suis dessus, Bitcoin Cash ça crash, je suis pas responsable parce que je suis pas payé par Bitcoin Cash et c'est pas mon métier, c'est juste je suis investisseur et je me fais rect autant que les autres. Le problème souvent, ce qu'on reproche aux gens, c'est s'ils chillent un truc, que le truc crash et qu'ils s'en mettent plein les poches, tu vois ce que je veux dire. C'est souvent ça le problème éthique. Bien sûr, mais après dans le meme coin, il y a vraiment un truc aussi qu'il faut comprendre, c'est que pour moi le meme coin est la pyramide de Ponzi la plus acceptable. Dans ce cas-là, on est assez d'accord. Si tu dis que c'est un peu la pyramide de Ponzi. Mais moi, je l'ai expliqué énormément à mes groupes, etc. C'est-à-dire qu'à un moment où un projet qui n'a pas d'utilité et qui va devenir un actif de trading juste par rapport au volume qu'il va générer, les gars, tu sais, à un moment, j'étais dans un groupe de... Parce que moi, je suis très friand en memecoin, mais en utilisateur. C'est-à-dire que je vais dans... J'aime aller dans les groupes Telegram. J'ai même les... Alors toi, en fait, tu kiffes les memecoins. C'est ce que tu dis à la base. Mais en fait, même... C'est-à-dire avant d'en parler, déjà. Parce que là, il y a... Tu vois, moi... S'il y a des trucs où je te reproche des trucs, c'est un peu les canaux Telegram de call, genre j'ai in sur ça, j'attends que ça fasse 1 million, mais moi, etc. Je suis consommateur de canaux Telegram de call, où par exemple, je vais suivre les canaux Telegram de Po, qui est un gros influenceur américain, de Squeezie, je vais pas donner tous les blasts pour pas que les gens y aillent, mais concrètement... Mais toi, tu es déjà dans ce client de ces trucs-là, en fait. Mais même pourquoi ça me rassure, parce que je sais que ces gars-là sont payés. Si ces gars-là sont payés, ça veut dire que les devs qui sont derrière ont de la liquidité à injecter. S'ils ont de la liquidité à injecter, c'est qu'ils visent d'autres ATH que celles qui sont dépend, ça dépend. Par exemple, là, on part un peu... Attends. Mais bon, si, vas-y, on va switch sur les mêmes coins et tout. Moi, je voulais d'abord te faire une interview crypto un petit peu... tu vois, genre comment t'as découvert les cryptos, etc. Mais d'ailleurs, comment s'est fait la connexion avec Quentin? Tu l'as rencontré à Dubaï par hasard? Non, Quentin, c'est ce que je te disais. C'est-à-dire que j'étais consommateur de son groupe NF Trésor.
Et qu'au final, tu vois, on parle et il me voit poser des questions. Il me dit, ouais, Sadek le rappeur et tout. Je dis, ouais, c'est moi. Ouais, premier, tu me dis mytho, quoi. Emmanuel Macron. Mais il y a des gens connus dans son groupe et tout qui s'intéressent, en fait. Et je lui dis, mais comment t'as fait pour justement attirer des gens comme ça? Il me dit, bah, je sais pas. Moi-même, je sais pas. C'est le bouche à oreille où à un moment, t'as vu, je partageais du contenu intéressant, compréhensible. Et au bout d'un moment, la crypto, ça reste quand même un truc de pionnier. Encore aujourd'hui, je pense qu'on est encore early. Et donc, les gens s'y intéressent, tu vois. Alors, tu vois, moi, j'ai suivi, du coup, entre guillemets, dans les projets dont tu as parlé dans les mêmes coins. Il y en avait 3 un peu. Il y avait, alors que j'ai vu, Sonic, Tilt et Big. Bon, alors, Tilt, pour le coup, ça a été créé par Tuffer. Mais vous en avez parlé avant que ça soit un peu public, non? Non, je peux te montrer. Hein, vraiment, comment ça s'est passé, du coup? Vas-y, raconte-moi. Alors, c'est simple. Nous, on a un groupe, d'ailleurs, ça fait rire les copains, qui est un groupe privé, comme des gars qui jouent à FIFA ensemble. Ouais, ok. C'est genre, on va dire, votre groupe privé de potes. Dessus, on est 14. Okay. Moi, j'avais ramené 5 potes. C'est ton groupe de potes, quoi. On dit quoi, les gars? On chasse ensemble, on mange ensemble. Mais vraiment, à chaque fois qu'on s'envoie un truc, allez faire vos recherches. Et on n'a aucun dev dedans ou de gars de team. On n'autorise pas, c'est genre, c'est pas parce que c'est ton projet. C'est vous les potes, quoi. Entre guillemets, on est des gens qui ont un peu. C'est le crew de Sadek. Ouais, en fait, c'est même pas mon crew à moi. C'est un groupe de. Ouais. Le groupe s'appelle Too Legit to be a JIT. C'est pour ça que je vois des références à ça des fois. Moi, je vois passer ce truc de JIT là, je suis là, mais de quoi il parle? C'est vraiment un groupe de potes, comme si on jouait à FIFA. Et dedans, il y a un des membres qui dit, je crois que Tuffer, il a sorti un même coin, j'étais en live avec lui là. Non, et tout, non. On dit, putain, ça va être un truc de ouf, parce que Tuffer, il a une grosse communauté. Et il l'envoie, il est à 20K de market cap. D'accord, mais lui, il le savait comment que Tuffer lançait le truc? Je crois qu'ils en parlaient. Non, je crois qu'ils en parlaient en live. Hein. Parce que Tuffer, il avait fait un groupe Telegram aussi pour Tilt, il avait fait tous les trucs. Il y avait un groupe Telegram dessus, il me semble. Mais je crois qu'il tu vois, il y a des mecs qui ont dit qu'il y a 3 ou 4 toilettes qui ont pris, tu vois, 200K. Pour moi, super logique ça. Ouais. Tu vois, je vais te l'expliquer après. Mais pour Tuffer, Tilt, après, il n'y a aucune façon de vérifier ce que je dis ou pas. Je n'ai pas... Oui et non, hein, parce que tu vois, par exemple, à un moment, tu as posté un screen, je sais plus si c'était sur Tilt, non, c'est sur Sonic, mais on y reviendra. Mais si, tu vois, il y a des trucs qui peuvent se regarder quand même, parce que les analyses blockchain, on voit quand même des trucs, tu vois. Par exemple, sur Tilt, il y a un mec, alors moi, je suis pas allé vérifier moi-même, je vais pas vous mentir, j'ai regardé ce que les gens ont dit, mais j'ai pas eu le temps, j'ai pas creusé. J'ai vu que par exemple sur Tilt, il y a eu 3 sorties de 200K juste après que ça a été publié. Je l'ai vu aussi. Mais sur Tilt, donc j'ai pas été payé. J'ai trouvé ça marrant de le chill, mais déjà je les chill. On a des groupes dégènes, c'est-à-dire que j'ai ce groupe-là. Plus il y a d'autres groupes dans lesquels les gens m'ont invité. On doit être 70-80 membres. Et à un moment où, tu sais, ça fait aussi partie du truc de le donner de manière subtile. C'est-à-dire que tu vas pas dire aux gens, au grand public, allez, il y a le même coin de Tuffer ou quoi, mais tu vois, tu sais, j'ai juste balancé un tweet un peu subtil. J'espère qu'il va pas me faire tilter, tu vois. Et ça fait aussi partie de la culture des gènes. À un moment, tu n'es pas obligé à chaque fois d'être payé ou quoi pour partager un truc. Bien sûr. Et moi, je pense, et ça c'est mon analyse, je pense que Tuffer est un gros gambler. Je pense qu'il a dû avoir quelqu'un autour de lui qui a dû lui dire, tiens, il y a un nouveau truc en ce moment qui est les mêmes coins. Moi, je peux le faire en 2 secondes. Viens, on fait un même coin pour la commu, ça peut être marrant. Lui, dans le truc, il a dû airdrop ses potes. Ses potes qui ont dû être bien airdrop. Tu penses en fait il y a des potes à lui qui se sont mis plein les fouilles et que lui il en a pas trop profité en gros? Je pense, j'en suis sûr, ouais. C'est-à-dire genre les snipers, ça aurait été des potes à lui. Alors j'ai pas regardé si ça a été snipe sur les mêmes pools. Parce qu'il y a même un truc que je peux te montrer, hein. C'est intéressant. Tu me l'as donné? Ah ouais. Tiens. Tu vois, j'ai pas regardé si ça a été snipe dans les pools ou si ça a été envoyé, tu vois. Ça fait une différence s'il a envoyé, etc. Il est là, le groupe. Même te montrer comment ça s'est passé, tu vas rigoler, tu vois. Too Legit to be a JIT. Donc les gars, n'essayez pas de rentrer dessus. Hein. C'est un groupe totalement privé. On a 7 personnes. On est 14 membres et il n'y en aura pas un de plus. Alors, c'était quand le truc de Tuffer? On était en avril. Ok. Attends. Désolé, hein. Je le cherche en même temps. Parce non, que pas de souci, mais. On en a fait du même coin. Ouais, il y en a du chat. Mais voilà, de toute façon, c'est. Alors moi, Tuffer, ce qu'il m'a dit, c'est que lui, il a rien pris là-dessus. Alors après, j'en sais rien. Mais c'est sûr que la charte, elle est dégueulasse. Et c'est sûr qu'après, tiens, regarde. tu vois... Là, c'était déjà... Ça avait fait 65, tu vois. Ouais, ok. Ça, vous l'avez partagé. Mais entre nous, tu vois. On l'a partagé entre nous. Et je veux te montrer... Pas date, mais vas-y, je vais pas creuser là. Non, mais tu peux. Et je veux te montrer à combien on la snipe parce que c'est intéressant, tu vois. Mais parce qu'il y en a un qui était dans le réseau de Tuffer, enfin, qui connaissait des gens qui connaissent Tuffer. Même pas, regarde, tu vois, ça se l'envoyait déjà à 417 de market cap, c'est-à-dire qu'il était déjà haut, mais nous, on la snipe encore plus haut. Ouais.
Tilt, profit dissol. Mais parce qu'il y a un mec de votre groupe qui savait que c'était le truc lancé par Tuffer. Exactement. D'accord. Ouais. Mais il l'avait trouvé comme n'importe qui. Parce qu'évidemment, le top, ça a été plus ou moins quand ça a été public, que Tuffer a dit publiquement, ouais, j'ai lancé ce truc-là. Exactement, bah, c'est là où il y a le plus de volume. Bah ouais, c'est ça un peu que je reproche dans ces trucs de Memecoin, c'est que, tu vois, quand les mecs arrivent en les mecs hold des tilt, ça va péter, retenez ce tweet, ça va minimum à 300K, c'est vraiment le minimum. Ouais, ok. Tu vois, regarde, on l'a snipé à 22K de market cap. Ouais, j'avoue... Tu vois ce que je veux dire? Du coup, justement, c'est ça, c'est qu'il y a des mecs qui avaient l'insight avant tout le monde, quoi. Mais même pas. Il n'a même pas eu l'insight, c'est que c'est des, tu sais, les mecs qui sont avec nous dans le groupe. Donc c'est des mecs, genre, ils ont dit que d'eux-mêmes, ils ont trouvé que c'était... On a des techniques, on va sur Bird Eye, on regarde les premiers tokens. Ok, donc là, tu dis c'est vraiment de l'alpha de mecs malins, on quoi. On snipe avec les PP bots, tu vois. Moi, je suis vraiment dégène, c'est-à-dire qu'à un moment... ou même quand je parle avec les gens, ça m'intéresse de fou, je kiffe. Mais après, tu comprends que la responsabilité que tu vas avoir et ce que les gens vont te reprocher, c'est pas la même quand tu le fais en déjeune dans ton coin et machin et tout, que quand, par exemple, on va parler de Sonic, du coup, Sonic, pour le coup, t'as dit que t'étais payé. Ouais. Voilà, t'as dit que t'étais payé, t'as dit la team, elle dev bien, donc tu t'es positionné comme KOL, on va dire. Ouais, totalement. Et Sonic, voilà, 24 heures après, c'était à cata. Je sais pas à moins combien, mais ouais, vas-y. 8K. C'est-à-dire qu'il a fait 60K de market cap, 209, et je peux te montrer, moi, dans mon groupe, j'ai envoyé aux gens, les gars, il est à 209, je voulais call à 70, si vous êtes rentré dessus, prenez votre bénéfice, cassez-vous de là. Ouais, mais il y a toujours, tu vois, la dernière vague, au moment où, pour moi, le moment où t'en as parlé publiquement, c'est quand t'en parles sur Twitter, etc., ou dans tes comptes. Quand j'en ai parlé sur Twitter, il était à 70. Évidemment, si t'en parles dans un petit groupe, tu vois, enfin, je sais pas comment dire. Le moment qui compte pour moi, c'est quand on parle publiquement, que ce soit dans un groupe, les calls de Jojo ou sur Twitter. Alors, je n'ai pas regardé exactement le timing, mais en tout cas, ouais. Non, mais sur Sonic, et tu vois, en plus de ça, quand tu fais ça, pardon, hein, je te coupe, mais non, je t'en prie. Pour ton même, tu vois, moi, clairement, c'est pas du tout un truc que je valide. On est qu'on soit 100% clair. Mais voilà, après, je peux comprendre qu'on fasse des erreurs, machin. Enfin, il y a plein de mecs. C'est vraiment pas pour t'aller dans le sens du poil, mais tu as été vachement bienveillant par rapport à moi sur ça. Où il y a un moment où, tu vois, moi, à un moment, je me dis aussi un truc. Alors, je vais expliquer comment Sonic, ça s'est passé. Sonic, pareil, je suis sur le groupe Telegram en utilisateur, etc. Je parle avec les mecs, je vois qu'il y en a un qui revient un peu plus. Tu vois, il est dev, on commence à discuter un peu en privé. Il me dit, tu fais quoi dans la vie? Moi, je dis, je fais de la musique, je suis un peu crypto-influenceur en France, etc. Et il me dit, bro, on va le monter à 10 millions, à truc. Ah, c'est pas des Français, Sonic? Non, c'était des Italiens. Ah, ok. Ouais, c'était des Italiens, ouais. Ils t'ont monté la tête, quoi. Ouais, ils m'ont monté la tête, mais surtout qu'il y a moi, pour pas knock la chart, j'ai pris un Ethereum 5 dessus. Ouais. Tu vois, ils voulaient payer en supply Sonic, je leur ai dit hors de question, parce que si vous me payez en supply Sonic et qu'il y a un moment où ça monte, bah moi je vais TP. Quand je vais TP, ça va knock la chart, personne va être gagnant dessus. Et donc je leur ai dit, voilà, on va voir si vous êtes sérieux, vous envoyez un Ethereum 5, tu vois. Et à un moment, Sonic, la liquidité, je crois qu'elle était de 22, 25 K. Franchement, si tu as fait ça pour un Ethereum 5 en plus, même si tu n'étais pas en mode je veux faire que des trucs légites, franchement, ça vaut pas le coup, hein, bien soyons sûr. honnêtes. Mais en fait, t'as plein de gens potentiellement qui te suivent et qui ont pu perdre beaucoup plus pour 1000. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Pour le cas, vraiment, en fait, c'est quoi? On peut dire qu'il y aurait pu. Pour le cas, j'ai pas eu de... Ouais, tu pensais que ça allait... Mais je te jure que si j'avais des plaintes ou quoi, je te le dirais. Hein, non, bien sûr. Moi, je suis pas en train de dire... Attention, tu vois, j'ai mon groupe privé sur Discord où je fais des grosses perfs et des grosses pertes en public. Il y a des gars qui me chillent des trucs de mon groupe. Des fois, ils me disent « Ah putain, ça deck, désolé et tout. » Non. Je dis « Bah non, les gars, c'est le jeu. » Des fois, même moi, je leur dis de in sur des trucs, ça perd. Des fois, ils font des x10. Alors après, moi, je comprends que c'est le jeu, tu vois. Ouais, alors là, je suis d'accord. Tu fais tous les disclaimers. Moi, c'est pas des trucs que je recommande. C'est qu'on le fait entre gens avertis. Ah oui, vous le faites entre vous. Là où c'est super différent et où je suis complètement d'accord avec toi, et c'est pour ça que j'ai mis un gros frein dessus, c'est qu'il faut dissocier tous les niveaux du funnel de vente. C'est-à-dire que Sadex sur Twitter, où il y a 450 000 personnes, même si à un moment j'aurais envie ou quoi, il faut séparer les trucs. J'ai pas le droit. J'ai une responsabilité sur les gens et je peux pas parler même de Memecoin à proprement dit. Même demain, sur les plus gros, demain même je te donne PP ou quoi. Si tu parles de Doge ou PP, ça va. Parce qu'en fait, quand ils sont gros, ton influence... Ouais, mais en fait, il y a toujours une différence morale, légale, éthique. Alors, légale, je sais pas, parce que je suis pas un expert de la légalité, mais éthiquement, quand tu te chill un truc où t'as mis tes sous et c'est un gros truc et tu te fais niquer comme tout le monde,
Bah, il n'y a pas vraiment de problème éthique, tu vois. C'est genre, je sais pas, mettons, tu chill Bitcoin, tu as des Bitcoin, ça crash. Bah, c'est pas ta faute, t'aimes bien Bitcoin. Mais quand, tu vois, c'est des mêmes coins, hein, c'est l'AOCAP, ça veut dire que tu as in d'abord, tu vois, c'est un peu... Et d'ailleurs... Ouais, on en parlait, d'ailleurs, tu vois, un peu en privé, mais sur Sonic, clairement, c'est un très gros raté. Parce que je pensais vraiment que les gars allaient développer le truc jusqu'à 10 millions de market cap ou qu'ils allaient avec une grosse stratégie. Tu sais, il y a un peu cette narrative d'essayer de toujours trouver des trucs bleus. Pour moi, trouver le truc de Sonic, etc. Même si demain Sonic, la vraie marque, attaquait ce truc-là, c'était génial. Et le fait de leur prendre un Ethereum 5, c'était même pas pour moi m'en mettre plein les fouilles parce que dans la soirée, ils sont repartis sur d'autres mêmes coins encore plus dégueulasses les uns que les autres. C'était de me dire, est-ce qu'ils sont capables de sortir de l'argent pour assurer de la liquidité et avoir une légitimité derrière? Le truc, c'est que le fait qu'ils te payent, ça les rend pas du tout plus légitimes, en fait. Hein. Enfin, tu vois, très honnêtement... Mais tu vois, il y a des projets qui sont des arnaques, dehors que j'ai dénoncé, hein, moi j'en ai dénoncé plein. D'ailleurs, j'invite en vrai, mais pas pour tes projets, mais je veux dire, de manière générale, si vous êtes victime, que ce soit dans les cryptos ou ailleurs. Par exemple, si vous êtes victime dans les cryptos, vous estimez être victime et avoir perdu beaucoup d'argent dans les cryptos, vous pouvez contacter, moi j'ai Ronan Journoux, c'est l'avocat qui suit des dossiers où j'ai renvoyé des victimes. Donc il attaque alors pour les ICO, les gros projets en général, c'est les grosses sommes. Et sinon, il y a AVI, le collectif des influenceurs aussi, avec qui tu as fait un call d'ailleurs. T'en penses quoi, toi? Tu les trouves légitimes? Eux, tu peux... Moi, je valide la démarche. Ouais. Démarche, ok. Après, je ne connais pas l'assaut en elle-même, je ne l'ai pas creusé. Je pense qu'on validera tous la démarche dans l'absolu. Voilà. Maintenant, est-ce que, moi, deux choses. Efficacité, est-ce qu'ils sont efficaces? Est-ce que vraiment ils arrivent à obtenir des choses? Je sais pas, mais en vrai, si tu veux, c'est un combat que je valide. Alors, même s'ils le font n'importe comment, c'est pas un truc, je vais dire, c'est pas bien, tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis quelqu'un, malgré tout, d'objectif, même si j'ai mes convictions personnelles et des antécédents avec ce collectif. Je trouve pas qu'ils le font n'importe comment. Ok. Je me pose une vraie question, c'est-à-dire que est-ce que c'est pas un coup d'épée dans l'eau, c'est-à-dire que de toute façon la justice ne s'intéresse pas à ça? Ouais, alors ça c'est un vrai problème. Là je suis d'accord avec toi. Je veux dire, en France, on connaît plein de mecs qui ont carotte des millions, des dizaines de millions avec des ICO, des machins, des trucs dégueulasses. Combien il y en a qui ont été condamnés? Mais franchement, je serais tenté de dire zéro. Je suis sûr, il y en a eu quelques-uns, 2, 3. Mais en plus, en général, quand ils sont condamnés, souvent c'est des settlements. Parce qu'en plus, quand tu perds de l'argent, t'attaques. Ça se passe dans les tribunaux, il y a un deal en dehors des tribunaux, l'argent est rendu, et souvent ça se passe du coup, et les mecs sont même pas condamnés, tu vois, c'est ça le problème avec les escrocs. Et regarde, là il y a un truc où je te demande ton avis en live, c'est qu'il y a un moment où je me dis, tu vois, de toute façon, les mêmes coins, c'est les marécages, c'est la guerre. C'est comme ça que je le vois. Ouais. Et malheureusement, ça représentera toujours un narratif intéressant, parce que contrairement à toi qui a découvert le Bitcoin super early, aujourd'hui, le Bitcoin est de plus en plus en train de se diriger vers une réserve de valeur. Donc, c'est pour conserver son argent et l'utiliser différemment. Mais aujourd'hui, il n'est plus possible de faire des fois 100 sur le Bitcoin. Je suis d'accord. Je suis d'accord, mais ça ne veut pas dire que je trouve ça éthique de les... Non, tu vois. Non, chill des Bitcoins. Je te donne ma parole. J'ai décidé d'arrêter de le faire en public ou quoi. Voilà, nous, on a c'est dans la boîte. Non, c'est dans la boîte. Nous, on a un groupe de dégènes, etc. Par contre, ça, je le continuerai à faire avec les copains, où tu vois, où il y a des gens aussi que ça intéresse, mais super initiés, c'est-à-dire qui sont déjà des gènes de base, et il faut que je trouve les pare-feux, comment mettre les pare-feux pour pouvoir faire rentrer ces gens, sans pour autant leur donner un abonnement ou un truc. Où, avant, tu critiquais les influenceurs. D'ailleurs, il y a des vidéos de toi où tu disais manger dans leur assiette. Je sais plus si tu as dit baiser leur femme, mais bref, peu importe. Enfin, t'es un langage d'oiseau, voilà, on connaît. Hein. Et donc, t'as beaucoup critiqué les influenceurs et maintenant t'as pas l'impression que t'en es devenu un toi-même est-ce que tu vois, pourquoi toi t'es un meilleur influenceur que ceux que tu critiquais par exemple? Je pense que déjà parce que je suis consommateur et que j'ai un domaine de compétences et que je suis curieux, beaucoup plus curieux que ces gens-là. Et après, mais donc par exemple si Marc Blatta il s'était lui-même fait scam dans un truc de copy trading de merde, ça le rendrait pas forcément plus éthique à le vendre aux gens. Je suis d'accord, mais est-ce qu'à un moment, quand tu regardes des mecs comme Farok au State ou Jesse Pollack, sans dire que j'ai cette légitimité-là, parce que je les connais pas, moi, j'avoue. C'est des influenceurs que je suis. Donc en fait, toi, t'es dans la shitcoinerie totale, quoi. Ouais, mais justement, j'y suis vraiment en consommateur et c'est quelque chose qui me plaît. Tu vois, ou comme Ansem qui a combattu là pendant le Crypto Fight, qui était le co-main event de Chris, qui est un très très gros influenceur crypto.
le mec qui accompagnait une crise, c'était un mec. Non. Lui, il a combattu contre Crypto Cousin. Tu vois, je connais plus que toi, Émile. Ça dès qu'il me fait un cours de crypto sur la shitcoinerie. Enfin, je te fais un cours d'influenceur. Et pour moi, il y a influenceur et influenceur. C'est-à-dire qu'il y a influenceur scammy, où t'as Marc Blatta, t'as Billionnaire, t'as Truc, etc., qui, eux, ont trempé totalement dedans. Et en même temps, avec un peu de réserve, je me dis que même s'il l'avait fait proprement, est-ce qu'il n'y a pas un moment où, de toute façon, tu ne peux pas contrôler l'utilisateur? C'est-à-dire que même le mec si tu veux lui faire du copy trading propre, est-ce qu'à un moment, tu ne peux pas contrôler le mec et à un moment, le mec, il va vouloir trader tout seul et peut-être qu'il va se mettre un levier x250 et qu'il va s'enculer dans le mur. Mais je suis d'accord, les gens, ils font des erreurs, ils font de la merde tout seuls. Mais il y a quand même une différence. Il se dit pas quoi tu m'as fait rentrer dans la maison, si elle brûle, c'est de ta faute. Ouais, non, mais je suis d'accord. Après, effectivement, tu as des gens, ils vont mettre la responsabilité. Par exemple, effectivement, je trouve que quand tu chilles un échange et que l'échange il est légit et référent, le mec il arrive, il s'éclate parce qu'il trade n'importe comment, bah pour moi là c'est clairement pas de la faute du mec qui a chillé l'échange. C'est pour ça que j'ai pas trop de problème avec les référents d'échange, les trucs comme ça. C'est à ça j'ai aucun problème avec ça. Je voulais en venir. Là en ce moment, comme je suis en train, ça y est, c'est fait, j'ai intéressé toute une communauté à la DeFi et les meme coins, ça reste comme une porte d'entrée. Alors, on va arrêter de chill des meme coins, mais je pense qu'apprendre à une communauté à comment utiliser les outils de DeFi, avoir les mêmes capacités que moi, là, ça peut avoir du sens et ça peut être intéressant dans le sens donc toi, tu es un vrai utilisateur de DeFi. Tu utilises les dex screeners, les machins, les trucs, les machins. Les PP-bots, Trojan, je suis un enculé. Ah ouais, tu utilises les bots et tout. Donc, tu es un vrai. J'ai tout acheté. Bah, moi, c'est ce que j'ai vu. Depuis que je t'ai vu depuis 3-4 jours, j'ai fait OK, il est vraiment rentré dans les cryptos. Et c'est vrai que moi, c'est aussi pour ça que je t'ai pas allumé direct et que je t'ai mis une seconde chance, c'est que t'es nouveau un peu dans le game. Alors bon, voilà, je veux dire, si on regarde les influx, il y en a plein qui ont fait des trucs pas très clean à certaines époques. Ça va, t'as fait un raté Sonic. Bon, mais après, je vais être très clair. Là aussi, pourquoi j'arrête, c'est que, et c'est toi qui m'as ouvert les yeux sur ça. Écoute, merci. C'est que les capacités de production, de marketing que j'ai, en vrai, elles peuvent être intéressantes dans l'univers de la crypto en étant advisor de projets legit. Ouais, tu peux faire des trucs plus legit, je suis d'accord. Mais même pas, je veux dire, en faire la promotion, mais les aider et les accompagner dans une stratégie marketing en leur disant voilà les gars, pour moi le crypto je le vois comme un artiste. À un moment, comment est-ce qu'on va créer de l'interaction, de l'engagement, apporter de la valeur et faire en sorte que les gens, quelque chose qui est très compliqué devienne simple. C'est vrai que ce qui est pas évident, et là c'est le problème des ICO et de plein de projets de crypto, c'est que c'est plus facile de lever des fonds et de faire des trucs et tout que de vraiment trouver un business model où ça gagne de l'argent. Parce qu'au final, si le projet à un moment donné, c'est comme des startups, on va dire, s'ils n'arrivent pas à gagner de l'argent, tu vois, comme AAV, comme j'en sais rien, enfin tu vois, ça c'est des exemples de projets qui ont gagné de l'argent, bah oui, du coup ça les rend légites parce qu'ils ont levé des fonds en ICO, ils gagnent de l'argent qu'ils redistribuent dans les tokens, mais il y a plein de tokens, ils n'ont pas vraiment de... Tu vois c'est un vrai problème. C'est un truc aujourd'hui qui... Il y a plus d'ICO que de business model viable en gros. Bah, c'est même des projets legit que moi des fois je vois comme des meme coins juste dans la levée de fonds. Ouais, clair, carrément. C'est-à-dire que sur un launchpad comme Pump Fun ou Base Jump, en fait, là aujourd'hui, 99% des projets, ils sortent même pas du launchpad parce que si tu veux, tu as un système de financement où il faut arriver jusqu'à 100% du financement pour être live et les gens... Donc à chaque fois qu'ils vont rentrer dedans... Ça, c'est un launchpad de Memecoin ? Ouais. Putain, mais c'est un monde que je découvre. Ah ouais. Moi, je connais pas bien. En vrai, moi, j'aime bien les Memecoins, mais quand je dis j'aime bien les Memecoins, voilà, moi, je suis resté à Dogecoin et j'aime bien Dogecoin, tu vois. Le boomer. En fait, on ne peut pas redire les noms, mais si tu veux, tu as un financement qui se fait donc de 4 de market cap, où c'est le dev qui a mis. Le launchpad contrôle que le dev n'ait pas trop de supply. Après, ils peuvent acheter avec plusieurs wallets. Il n'y a pas encore de trucs pour corriger ça. Mais si tu veux, tout le monde achète en se disant tiens, ce même coin va marcher. Ensuite, il doit être live. Les gens peuvent trader dessus. Il est disponible sur Dex Screener. Tu le rentres dans tes bots, etc. Tout ce que tu veux. Et le souci, c'est que dans la culture de la G3, donc les petits profits, etc., les gens ne vont même pas laisser l'occasion à des fois des idées, moi, qui me font gaulerie, parce qu'un même coin, pour moi, c'est toujours ça. Mais c'est le problème, c'est que le même coin, c'est gaulerie. En fait, moi aussi, ça me fait gaulerie. Mais après, je vois la fin, parce que je dis, ok, imagine demain, je lance le Telegram, les calls de EMI, je prends des trucs qui sont à 200K de market cap, je rentre dedans, je les chill sur mon... Évidemment que le top, ça va être au moment où je dis call de EMI, je rentre, allez, 200K, rentrez vite. Plein de mecs qui vont rentrer, tout le monde va dump. Le second jour, tu vois, moins 95. Quoi. C'est ça le problème. Et du coup, dans ce cas-là, il y a une responsabilité du mec qui fait un peu les calls. Quoi. De mon point de vue. Mais il y a aussi un truc, là, je sais pas si tu as suivi le truc des airdrops. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand tu airdrops les gens, forcément, bah, tu le vois toujours, le truc, il est live là. Mais en fait. Direct. Mais grave. Mais en fait, d'ailleurs, je vais te dire, dans les projets légit, il y a grave de la carotte aussi. C'est-à-dire, il y a des tokenomics qui sont designés
pour que la cape soit super haute. Alors le projet il est launch, mais en fait il est launch en début de boule, mais il fait quand même que de descendre, tu vois. Ça c'est systématique, les tokenomics elles sont éclatées et tout. Il y a plein de projets. Et même il y a un truc sur Sonic, je leur laisse le bénéfice du doute sur un truc. C'est que est-ce qu'il n'y a pas un moment où le dev n'est pas assez fort? Tu sais, quand tu es dans ces groupes Telegram là, tu as toujours la question de nous, les utilisateurs, qui when Moon, where is dev, when KOL, where's marketing. Il n'y a qu'à voir avec Tuffer et Tilt. Et on a vaguement parlé. Après, tout le monde était là. Tu pourrais faire quelque chose pour ton token. Ouais, tu vois. Et en vrai, le truc, c'est quoi? C'est que, est-ce que ils scamment forcément ou est-ce que juste ils n'ont pas les épaules pour réussir à l'emmener plus haut? C'est-à-dire qu'à un moment, je sais pas... c'est un débat. Tu as déjà dû être dans les groupes... Mais après, tu le vois avec les efforts. C'est-à-dire que si le mec, je sais pas, il récupère 1 million avec son truc, si après, il lance un site web, un pseudo... Tu vois, c'est-à-dire que tu le vois après coup, en fait. C'est un peu comme les projets classiques d'ICO. Qu'est-ce que fait le mec avec les sous, quoi? Tu peux lancer un projet. Regarde, j'ai vu là un nouveau narratif sur MMCoin où les mecs, ils font carrément des dessins animés pour accompagner le truc. Tu vois, où c'est... c'est un peu comme les NFT. J'ai l'impression qu'il y a un peu les mêmes narratifs que les NFT. Genre, on va faire un truc cool, un univers, d'ailleurs, les NFT, on va pas se mentir. Moi, j'ai été un consommateur et un investisseur. J'ai bien pris le bouillon sur tous les NFT que j'ai achetés. Les cailloux invisibles, les pinks, tout ce que tu veux, laisse tomber. Etherrock, tout ça là. Quoi? Etherrock, non, les moi j'ai acheté, mec. En fait, Etherrock, tu vois, justement, ça valait très cher. Moi, à un moment, j'ai une idée de génie. J'ai vu passer quoi? J'ai vu passer un mec, il a sorti une collection de rochers invisibles. Même délire Ether Invisible Rock. J'ai vu ça. Je me suis dit, putain, génial, ça va buzzer, ça, c'est le futur, c'est génial. Mec, j'en ai acheté plein à 10 000 € pièce. Mais t'es pas sérieux, gros. Et j'y croyais, tu sais. Mais des fois. Non, mais moi aussi, je suis un teubé, tu vois. Moi aussi, je suis un teubé. Je peux te montrer, j'en ai plein, laisse tomber. Et tu vois, moi aussi, des fois, tu te montes la tête tout seul, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu te dis, ah putain, c'est trop bien. Tu sais, je me sentais comme un précurseur de l'art, tu vois. Tu sais, comme les mecs qui achètent les tableaux vides, bleus et tout, les machins. C'est comme moi. Mais tu vois, moi aussi, je fais des trucs de teubé, c'est toujours pareil. Moi, c'est Sonic. Sonic, je me suis dit, les bâtards, Sonic on base, c'est sûr, ils vont tout baiser. Ils vont tout baiser, c'est sûr. Je le vois et je me dis, t'as vu, je suis early, moi, je l'ai pété à 30. Je l'ai pété à 30, je vois, il monte à 70. Je vois toutes les petites minutes, ça monte. Mais je pense, si t'as un tempérament un peu gambler, impulsif et tout, tu te retrouves facilement piégé dedans. De ouf, mais il y a une différence entre. T'as pas le droit d'emmener les gens dans ta c'est ça en fait. C'est que tu vois, moi, si j'avais commencé à dire. Moi, en fait, quand je chill des trucs comme ça, des fois, ça m'arrive. Je fais toujours en mode ironique. Tu vois, par exemple, j'aime bien blaguer que j'ai mis sur les rochers invisibles. Mais tu me vois pas en train de dire, ok les gars, il va se passer des trucs de ouf sur les rochers invisibles, ça va redémarrer. C'est le futur. Je le dis en mode, je me suis fait enculer tout seul et puis voilà, tu vois, ça s'arrête là. Et ouais. Je vais te poser quelques dernières questions, peut-être. Après, on fera une petite pause. En tout cas, c'est génial. Franchement, c'est un gros kiff. Tu vois, limite, j'aurais pu faire 3 heures d'interview Sadek. Mais vraiment, je kiffe de ouf. S'il y a des trucs, t'as vu que t'avais en tête ou quoi. Là, j'ai posé pas mal de questions sur les mêmes coins. Je trouve que t'as pas mal répondu. Après, tu sais, les gens, les juges. Alors, moi, je suis pas un juge, mais tu vois, on regarde par rapport à leur futur. T'es venu, t'as reconnu que Sonic, c'était pas une mauvaise idée. Bon, voilà. Non, il y a des trucs où j'ai fait de la merde. Après, mais moi, je te conseille d'éviter tous ces trucs-là, tu vois. Que toi, tu les consommes et tu les vends. D'ailleurs, justement, moi, je me suis toujours dit, le rap, c'est de l'acting. C'est-à-dire les mecs qui disent on a les gros culs, les rafales. Entièrement d'accord avec toi. Pour moi, et moi, je kiffe. C'est comme tu regardes un western. Western, t'as un univers, un machin. Pour moi, le rap, il y a un univers de gangsters. Mais pour moi, les mecs qui rappent, soit c'est plus des gangsters, soit c'est. Enfin, tu vois. Je suis d'accord. C'est une imagerie. Si tu veux, j'ai pas honte ou je serais pas dans l'hypocrisie de dire Starfoula, mon frère et tout, etc. Ça fait partie de mon parcours et c'est ce qui m'a constitué. Mais est-ce que j'ai envie d'avoir cet impact sur un public non éduqué? En fait, c'est toujours ça le problème. C'est-à-dire que est-ce que tu arrives à parler à des gens comme toi et moi qui arrivons à faire la part des choses, ou est-ce qu'il y a un moment où tu n'engraines pas des gens parce que ils sont pas assez éduqués pour faire la part de le nombre de gars que j'ai entendu qui m'ont dit moi je suis parti dans l'illicite parce que j'ai trop écouté la crime à 14 ans quoi. Il y a plein de gens, j'ai entendu des interviews où les mecs qui disent ça quoi, tu vois. J'ai écouté trop lié crime, je suis parti en couille quoi. Et c'est vrai que quand t'es très jeune, quand t'as 12, 13, 14 ans, après voilà, tu vois, moi quand j'étais jeune, j'écoutais plein de rap, je suis jamais allé braquer, je suis jamais, tu vois. Je pense qu'il y a une question de contexte, de machin, tu vois. C'est comme les gens qui vont dire tu joues à GTA, tu vas tomber dans le crime quoi. Enfin tu vois, Emmanuel Macron d'ailleurs à un moment, je sais plus ce qui s'était passé, le président de la République, t'as un mec qui avait fait de la folie, qui avait rafalé je sais plus quoi et tout, il a dit oui c'est à cause de l'influence des jeux vidéo. Mais nique ta mère, moi je joue 16 heures par jour,
je sais pas, je suis un mélange entre Al Capone et Marc Dutroux. Si les jeux vidéo, c'est. Enfin, tu vois, c'est absurde, quoi. Enfin, c'est absurde. C'est pas les jeux vidéo qui rendent violents, mais bon. Bah, en fait, moi, ça a toujours été la question quand on dit est-ce que les rappeurs influencent les jeunes? Est-ce que c'est pas les jeunes qui influencent les rappeurs? Est-ce que c'est pas le contexte de vie qui fait qu'on est violent? Est-ce que c'est pas un moment le serpent qui se mord la queue et le hamster qui court dans une cage? Pour moi, le rap, c'est comme du cinéma. Quand tu vas regarder un film, tu veux pas que ce soit chiant, tu vois. Je suis d'accord. Donc tu veux regarder. T'imagines si c'est que de la politesse. Bonjour monsieur, ça va? On se voit mardi. Non, non. Tu vois, les mecs qui veulent rencontrer. Tu regardes un film, tu veux que les mecs s'embrouillent. Ouais, ça sent les gars, mais tu vois qu'il y a de l'intensité. Il y a des gens qui vont dire c'est ce rap-là qui va vous faire marcher et tout. Je rappelle quand même qu'en France, les deux plus gros artistes. C'est vrai. Allez, on va dire. Nekfeu, Orelsan. Ouais, frérot, ça va quand même. Joule aussi, c'est gentil, quoi. Joule, c'est très family friendly. Joule que je trouve très talentueux. Hein. Tout le monde dit que. Enfin, tu vois, mais je pense que c'est le côté. Je le trouve aussi extra talentueux. C'est le côté marseillais, short et tout. Je pense qu'il y a un côté un peu prétentieux. Ça, c'est la culture française. Tant dans le langage, tant dans le jugement. Ah, voilà, si tu parles pas très bien français, si tu parles machin. Et je trouve que nos amis marseillais sont d'ailleurs très intelligents sur ça et qu'ils appliquent l'une des règles du pouvoir les plus importantes, c'est-à-dire un saut et demi, je sais plus quoi là. Fais-toi plus bête que tu l'es en gros. Et ils savent jouer de ça. Moi, je le fais un peu, je crois. Zizou était très fort dans ça aussi. Cette humilité bien aimée en France. Tu vois, alors, comment est-ce que vous avez mis cette tête? Je sais pas, il a centré et puis j'étais au bon moment. Et il fait oublier qu'en quart de finale, il a piétiné un Saoudien sur le visage. Tu vois ce que je veux dire? Où en fait, cet accent-là te permet de tout dire. Il est génial, l'accent marseillais. C'est vrai, ça donne un petit côté charmant. Charmant, ouais. Petite question qui n'a rien à voir. Comment t'as fait pour passer de la team des phoques obèses, comme dirait une certaine personne qui m'a... parce que là, t'as l'air super fit quand même. Enfin, je sais pas combien t'es, mais t'es... En IMC, t'es dans le bon truc, t'es dans la partie verte, quoi. Là, j'essaye de muscler. Et en fait, comment j'ai fait? J'ai eu une maladie. Hein. Je me suis retrouvé à l'hôpital. Et j'ai eu ce qu'on appelle... Quand t'étais super gros? En fait, la première fois, j'ai fait une sleeve en 2011-2012. Je me rappelle plus exactement. Comme Benjamin Cohen du Crypto Daily, quoi. Ah ouais, ça nous fait un point commun. On n'est pas politiquement trop sur le même bord, mais bref, j'ai fait une sleeve en 2012 parce que j'étais en double obésité morbide, je faisais 198 kilos, donc c'était 198. Ouais. Ah ouais, non, j'avoue, c'était c'est ça mon ATH. Ça paraît ouf, j'avoue. Tu sais, moi, je me trouve déjà gros à 94, tu vois. J'ai pas passé les 200 de market cap, mais 198, c'était j'avoue, c'est vénère, c'est vénère. À 19-20 ans, franchement... Ouais, j'avoue, c'est vénère. Hein. Et donc, c'était vital que je le fasse. Ta mère fait trop à manger ou Non, je pense que j'étais juste un immonde gros porc. Il n'y avait pas d'habitude de pas te mentir en disant oui parce que la société, tu vois. Non, j'ai trop bouffé, quoi. C'est tout, j'ai trop bouffé. Je te vois comme quelqu'un d'un peu compulsif. Du coup, je connais de toi. Moi, je suis un peu pareil, donc ça me parle. C'est-à-dire, quand je fumais des clopes, clope sur clope, mon frère, tu vois, genre, je commence les clopes à 9h du mat, j'en fume 3. Enfin, tu vois, et tu me mets de la bouffe devant, tu sais, tu m'amènes là un gros steak, 20 kilos, je vais le manger. Enfin, j'exagère un peu, mais je te vois un peu pareil. Donc, t'imagines à quel point ça me prend de contrôler mes démons. C'est quand, par exemple, on est au Token 49, tu m'as bien vu, je bois pas, je bois pas un verre d'alcool. Je respecte ça de ouf. Hein, Et c'est là où aussi, en fait, je refuse de me museler ma parole parce que je pense que malgré tout, je suis assez important pour beaucoup de gens qui sont comme moi, en leur montrant à travers mon paradoxe que c'est quand même possible de se contrôler. Et moi aussi, j'ai beaucoup de mal, je me bats encore contre les démons, mais vas-y, venons, on se bat ensemble. Toi, t'étais un peu alcoolique, si j'ai bien compris. Je l'étais totalement. Ouais, tu le restes toute ta vie. Hein. C'est que moi, je me dis, je suis alcoolique de la clope, par exemple. Là, je fume une clope mais je fume une clope on descend, je fume une clope. Tu repars. Et bah voilà, tu vois, je suis à 2 paquets par jour. Ouais, je te jure que c'est pour ça que je bois pas, parce que je sais que je suis incapable de contrôler. Et j'ai pas l'alcool mauvais. En plus, avec l'alcool, on fait de la merde, hein, on va pas se mentir. Moi, les pires merdes de ma vie, c'est sous alcool. Ah ouais. Bah, tu sais, les trucs où t'as honte après, tu te dis qu'est-ce que j'ai fait, toi, je suis sûr, c'est pareil. Hein. Moi, mon pote qui est derrière, il peut en témoigner. Autant je peux faire de la merde, autant je peux débloquer des trucs géniaux sous alcool. Ouais. C'est vrai que c'est un excitant aussi, tu vois, ça peut te stimuler. Moi, il y a plein de gens que je recroise ou trucs qui me disent on a passé une soirée extraordinaire, t'as tout retourné, mais pas dans le sens où t'as tout niqué. Tu sais, genre, t'as débloqué la soirée. Il y a un moment où je deviens une clé dans la soirée, et malheureusement, c'est l'alcool qui fait ça. Et à un moment, je me dis est-ce que je suis juste, tu sais,
sais pas si tu te rappelles de The Big Bang Theory. Ouais, je kiffais. De Raj, tu vois, qui est capable de parler aux meufs que quand il a bu. Ouais. J'ai pas envie d'être ce mec-là. Maintenant, j'apprends à m'amuser sans alcool et je me force, tu vois. C'est pas facile, hein. Tu sais que moi, c'est un truc, les soirées sans alcool, j'ai du mal. Ah ouais? J'ai déjà fait une soirée, je suis allé à une soirée, j'ai pas bu d'alcool. Je me faisais chier, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Alors, c'est vrai qu'en fait, les soirées, tu peux souvent te dire ça quand tu bois pas. Parce que des fois, t'as l'impression, on se met tous ensemble, mais on fait rien, tu vois. On n'est pas en train d'escalader un truc ou de faire un foot ou je sais pas quoi, on s'est juste donné rencard. Et puis on boit des coups, quoi, tu vois. Ouais, moi, ça y est, je pense que j'arrive à m'amuser sans alcool. Et pour te finir la parenthèse, donc j'ai regrossi après, justement, à cause de l'alcool. À cause des soirées. C'est-à-dire, malgré le sleeve, t'as regrossi avec l'alcool. Le sleeve, en fait, si tu bois de l'alcool, ça te réouvre l'estomac. Ah, t'as redilaté ton estomac à un endroit différent. Exactement. Donc, j'étais passé de 190 à 80, 85, puis je suis remonté à 160 et quelques. Ah ouais. Et ensuite, je me suis retrouvé en Espagne, où j'ai bouffé une espèce de saloperie, et ça m'a fait un fistule dans l'estomac. C'est-à-dire que j'ai une espèce de parasite qui troue les... ah ouais, genre t'as mangé j'allais dire du cochon, non pas du cochon du coup, mais j'ai mangé une merde, un truc où il y avait du parasite, quoi. Et donc je me suis retrouvé pendant 2 mois hospitalisé avec sonde nasogastrique, etc. Ça a été un bordel de fou. Et ils m'ont mis un espèce de... Comment on appelle ça? Comment ça s'appelle? Une prothèse. Ils m'ont mis une prothèse qui fait que je pouvais que manger liquide, donc le même principe qu'une sleeve. Donc j'ai reperdu énormément de poids. Et je me suis dit, bon, allez, ça y est, là, on va arrêter les conneries. Prends-le pas comme un truc mal, prends-le comme une chance. Et j'ai continué derrière à fit, à travailler, à essayer de m'en sortir. Mais j'ai pas de mérite comme un mec qui a fait une transformation physique à proprement dire. Ouais, c'est la vie qui t'a forcé à transformer. Exactement. Quoi. Parce que t'as eu le gros problème. Après, en même temps, moi aussi, j'ai le gros problème de... Enfin, moi, j'ai un anévrisme au cœur, tu vois, c'est un truc, ça peut pop à n'importe quel moment. Ah ouais. Ouais, enfin, c'est grave que si tu meurs. Le reste du temps, ça va. Ma meuf, elle me dit oui, qu'est-ce qu'il faut faire si ça pète? Je lui dis, bah, tu sais, 95% des gens, ils sont morts avant d'arriver à l'hôpital. En fait, l'anévrisme, il est au niveau du cœur, tu vois, sur une artère. Quand il pète, bah, tu vois, c'est fini. Le sang, au lieu de partir. Ne fais pas de blague, la tête super bien. Mais tu vois, donc, faudrait que je. Bah, de toute façon, je vais faire quelque chose, mais je procrastine un peu. Enfin, tu sais, c'est des changements de vie. C'est pas simple, hein, je trouve, au final. Parce que moi, j'ai toujours été ectomorphe, hyper sec. Quand d'un seul coup, tu restes toi-même et tu prends du poids. En plus, j'ai arrêté de fumer, tu vois. Alors, je regarde, j'ai une ou deux dernières questions. Bon, bah, on a fait une belle interview. Hein. Franchement, c'était un plaisir, mec. Hein. Je suis là sur celle-là, tu vois, ça me donne presque envie de faire vas-y, on fait 30 minutes et tout. En vrai, ouais, non, franchement, j'ai vraiment kiffé, tu vois. C'était la première interview que je faisais. Et pour de vrai, tu vois, je sais pas, en vrai, j'avais envie de t'interviewer. C'est-à-dire, je me suis dit, si je me pose avec toi, j'ai pas juste envie que tu me fasses raconter ma vie, parce que la tienne, elle est ouf, tu vois. Enfin, je veux dire, t'as joué au cinéma, t'étais une star du rap, enfin, tu vois, t'as quand même un parcours qui est hyper intéressant. Merci. Moi, je voyais que t'étais un mec intelligent, donc, tu vois, j'ai envie quand même qu'on... Bah, je voulais savoir un peu qui t'étais, etc., tu vois. Et voilà, bah, tu vois, bon, je vois que tu viens dans les cryptos, j'essaye de... Enfin, voilà, on a envie... Moi, personnellement, j'ai pas envie que tu fasses trop de la merde, quoi. Bah, moi non plus, donc, parce qu'en vrai, il y a un moment où malheureusement, ceux que je dénonçais, si quelque part on a l'impression que je suis leur sillage, bah ouais. Je te le dis clairement, je vais desservir l'écosystème à fond. C'est vrai, tu vois. Ouais. Quand tu disais à un moment, ouais, les mecs, ils vous invitent sur leur truc de trading, enfin, tu vois, c'est sûr, faut que tu fasses attention mais à pas... En même temps, Amy, c'est ça le problème, c'est qu'il faut qu'on arrête en France de voir tout blanc ou tout noir. C'est-à-dire que... Je suis d'accord. Il y a des crypto-influenceurs qui sont bons, il y a des traders aussi qui sont bons. Moi, j'ai suivi des traders, je me suis formé en trading pour pouvoir gagner de l'argent en daily. Tu connais aussi des traders qui sont très bons et qui peuvent générer des revenus passifs en faisant une communauté. Et comme il y a des grosses merdes, il y a un moment où mais le problème, c'est que souvent, les traders qui vendent de la formation, ils sont plus formateurs que traders. Parce que si vraiment tu es une star du trading, bah, comme mon pote Karl à Estec Capital, que la plupart des gens qui sont dans la crypto connaissent. Bien sûr que je connais aussi, que je connais de nom et dont je consomme mais qui à un moment prend des paroles aussi en public. Parce que est-ce qu'il n'y a pas un moment où... Ouais, mais il prend des paroles, mais il n'a pas d'influence. C'est-à-dire, le mec, il dit, vas-y, nique sa mère, j'ai long 50 millions Ethereum. Mais malgré ça, il n'a pas d'impact sur Ethereum avec 50 millions. Ouais, bien sûr. S'il disait, j'ai long ce truc, tu vois, s'il disait, j'ai long ce truc qui a 504 cap, bah en fait, la question, c'est quelle influence ta communauté elle a. Donc, c'est un problème de liquidité. Tu peux dire n'importe quoi sur Bitcoin et Ethereum. De toute façon, déjà, tu n'es pas payé pour, et il y a tellement de liquidité que même tu pourrais faire venir 10% de la France, le prix il va pas changer. Et puis même, il y a un autre truc où moi, carrément, je m'interroge en ce moment. Est-ce que mon contenu, c'est-à-dire à un moment crypto, bon, je fais très peu de trading parce que j'ai pas les capacités. Tu vois, j'ai des potes autour de moi qui sont assez experts
mais je me vois pas encore parce que j'ai pas encore assez exploré le truc et puis j'en ai pas l'envie. Mais en vrai, je réfléchis et je me dis de toute façon, la communauté crypto en France qui est intéressée, bah, comme toi, est anglophone. Donc est-ce que je switch pas mon contenu en anglais et ça peut être un parfait. Après, ta communauté, elle est française. Ouais, mais toi, ce que tu aimes bien suivre, c'est Ouais, mais aujourd'hui, tu sais, si j'ai arrêté la musique et que je me lance dans la crypto et que je me lance dans le contenu YouTube, c'est parce que malgré moi, c'est ce que j'aime. Fait le choix d'arrêter la musique avant, entre guillemets. Enfin, c'est-à-dire que tu savais même pas si l'album allait marcher ou pas, t'avais choisi à ce moment-là que t'arrêtais un peu. J'avais déjà décidé que ça T'en avais marre, quoi. T'as l'impression d'avoir fait le tour. Franchement, c'est déjà d'une, je pense qu'en termes de résultats, j'y étais plus. Ouais. Pour être tout à fait honnête. De deux, ce truc avec Nino, ça m'a quand même énormément impacté. Ça m'a touché. Tu vois. Et de trois, regardant la musique, ce que c'était devenu, ouais, j'y étais plus. Ouais, t'étais plus passionné, quoi. Ouais. T'es plus dedans. J'en ai fait parce que tu vois, c'est le fantasme de plein de gens, tu vois, d'avoir fait des albums à succès. Okay. J'en ai fait 3 et je sentais plus le plaisir à la fin. C'est vrai, quand t'es plus dedans. Mais tu vois, Dieu merci, j'ai quand même pris un bon pécule de la musique qui me permet, moi, de vivre confortablement. Je suis pas le plus riche du monde, mais ça va, je m'en sors bien. Et aujourd'hui, même si les gens ne comprennent pas, ça m'intéresse énormément et c'est un truc qui me fait kiffer de pouvoir raconter des histoires sur YouTube. Non, mais ça se voit, t'es un vrai mec crypto. Moi, je te dis, fais attention, reste dans les trucs un peu. Enfin, bon, t'as capté de toute façon. Ouais, non, bien sûr. Bon, en tout cas, c'était vraiment un immense plaisir, Sadek, de faire cette interview. Merci beaucoup. Je pense qu'on va arrêter là. Je suis pas sûr. C'est vrai que j'avais prévu des questions. Je suis pas sûr d'avoir dit, mais bon. Franchement, n'hésite pas. Je pense là, un format pas mal. Non, mais ça va. De toute façon, les trucs Sonic, Tilt, Big, on en a parlé. Alors, j'ai pas parlé de Big spécifiquement, mais c'est un peu pareil. Donc, tu vois, on va pas. Big aussi, je peux expliquer. Big, c'est très simple. C'est Quentin qui me dit tiens, il y a ce truc qui s'appelle donc Base Jump, qui est un launchpad crypto. Et il me dit, je suis tombé sur une crypto trop stupide, ça s'appelle Bic. Je lui dis quoi Bic? Il me dit, ouais, le stylo. Je lui dis, mais ça n'a aucun sens, ça ne va pas marcher. Je lui dis, ça n'a aucun sens, ça ne va pas marcher. Et il me dit, ouais, mais il y a eu une hype sur les Ether Rock et trucs, etc. Ouais. Et contrairement aux autres sur Base Jump, où en général c'est un ETH à remplir pour que ce soit live, là c'est 2 Ethereum. Il me dit, mais 0,1, on ne sait jamais. Et j'ai vu que, tu vois, pendant 3 heures, ça n'a pas bougé. Et après, 60K, 2 millions de market cap dans les 3 jours. Et aujourd'hui, c'est à 80 ou 60, tout ça s'est effondré. Ouais, ça s'est effondré. C'est ça le problème de beaucoup de memecoins. C'est pour ça, faire attention. Mais vraiment, s'il y a quelque chose que les gens peuvent retenir sur les memecoins, ça porte bien son nom, si vous voulez. Memecoin, le vrai terme, c'est shitcoin. C'est de la merde. C'est pire que les shitcoins, parce que déjà les maxis, ils appellent shitcoin des trucs comme, tu vois, Solana, machin. Okay. Ça, je suis pas du tout d'accord avec cet appel. Solana, c'est un shitcoin. Alors, le vrai maximaliste, à l'origine, il appelle shitcoin les altcoins. C'est-à-dire, il va dire Ethereum, c'est un shitcoin. Ça, je suis pas du tout d'accord avec eux, tu vois. Ça, c'est... Mais oui. Moi, ce que je peux dire, en tout cas... Ça, c'est le shitcoin du shitcoin, entre guillemets. Moi qui suis vrai consommateur et qui sais comment ça se passe, 99% des projets vont mourir dans la première heure. Et si vous en entendez parler et que vous n'allez pas aller chercher l'information, sachez qu'il y a des gens qui sont rentrés avant vous et que c'est une pyramide de Ponzi moderne. Et là où il y a de l'avantage, c'est que dans le volume, ça permet de trader en ultra rapide et de faire des multiples intéressants. C'est vrai que c'est un peu du casino, quoi. Mais le casino, il faut éviter, quoi. On est d'accord. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Bon, bah écoute, merci Sadek. Je pense qu'on va stop là. C'était incroyable. Merci avec grand plaisir. Merci frérot. Merci Sadek. On va suivre une clope. Vas-y, boire un verre. C'est le mec qui a rien compris. Non, bon.